se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Ça va être un bon épisode. JP pas parce là. que JP pas là. Ouais. Là, ça va rouler. On n'aura pas besoin de remettre rien en contexte. Le gars qui suit son iPad puis il dit « Oui, c'est ça, je regardais ça. » Tu regardais ça il y a 2 secondes sur ton iPad. Je pensais qu'il avait été congédié à mon absence. J'aurais trouvé que c'était une belle nouvelle en sortant. Non, mais je l'aime beaucoup. C'est un gars que j'aime beaucoup. Il est attachant, pour vrai. Il est plus qu'on pense. Oui, vraiment. Avez-vous eu plusieurs querelles? Parce que souvent, je suis comme un peu votre médiateur. Avez-vous plusieurs querelles? Ben, il n'a pas eu plusieurs querelles parce que, ben, écoute, c'est sûr que moi, j'ai mon point de vue sur Nick Suzuki, sur le Canadien, mais ils me font mentir. Là. Les Canadiens me font mentir et je suis très content. T'es content? Mais là, je pense pas qu'ils te font mentir, je pense juste que t'es pas capable d'analyser le hockey. Bon, mais ça, non, mais Pascal Cameron, c'est une entrée fracassante dans ce podcast. Non, mais si t'as tort souvent sur les joueurs, c'est qu'il y a une défaillance dans l'analyse en arrière. Non, je me suis déjà mis c'est juste dans... c'est que tes opinions sont tranchées. Oui, raides. c'est ça. Sacha Gavami, aussi avec nous, si vous ne nous regardez pas. OK, j'en parlais à Jean-Thomas qui était à Big Brother pendant 2 mois, plus que 2 mois en fait. Ouais. T'as manqué des grands bouts. J'ai manqué des grands bouts. Puis j'ai manqué le fait... Ben, j'ai pas manqué, mais je constate que même quand Vautier n'est pas là, il y a du monde qui prenne le relais pour te bâcher. Et je trouve ça cool. Merci pour ton moi, je le support. prends pas comme ça. Je le prends pas. C'est un débat sain. Ouais. Puis, il faut toujours... moi, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Vas-y. Puis, l'affaire, c'est que moi, je veux donner du mérite, finalement, du crédit à Martin Saint-Louis. Il y avait un article d'Alexandre Pratt cette semaine dans la presse. Puis comme toujours, Alexandre Pratt était assez juste, je trouve. Je l'aime beaucoup. Puis Martin Saint-Louis, moi, je change pas d'idée, là. Quand t'es parti à Big Brother, au fight, grosso modo, j'aimais vraiment pas comment que le Canadien jouait. Je les trouvais croches dans leur zone, donnaient trop de chances de qualité. J'aimais pas comment Suzuki et plusieurs attaquants semblaient mêlés dans le système de jeu. Qui était comme hybride là, entre man-to-man puis 2 zones. Fait que je trouvais que je me disais, OK, le rendu là, allez finir d'un bas fond, puis allons chercher vraiment un très bon choix au repêchage. Ouais. Là où je reviens au mérite de Martin Saint-Louis, il est arrivé quelque chose dans cette équipe-là où est-ce qu'ils ont vraiment adhéré dans le système de Martin Saint-Louis, puis ils jouent bien. Hier, mardi contre Ottawa, ils ont joué un bon match, même si Montembeault donnait un mauvais but. C'était pas parfait, mais il y avait de l'émotion, il y avait de l'engagement. Il était vrai. Fait que donc, je chialerais pas pour le fun de chialer. Mais moi, je suis à la même place que toi. Avant Noël, quand ça allait mal, mais j'aurais jamais pensé renvoyer Martin Saint-Louis. Pour moi, depuis que Martin Saint-Louis est là, justement, je sais pas si t'as dit ça, mais... Non, t'as pas dit ça, mais pour moi, c'est le joueur le plus important du Canadien en ce moment. Ben, j'ai pas dit mieux, par contre. J'ai dit, je voudrais qu'on le garde pour être sûr de finir dernier. OK, c'est ça. Ben, c'est un peu ça. OK. Merci d'avoir... Parce que là, je m'en allais là, j'allais là. J'ai dit ça, là, on va arrêter. Je voulais qu'on mette Caden Primo dans le but, là. Ah, pour vrai, OK. Rendu là, j'étais comme, come on, let's moi, go. j'étais à la même place que toi. Je dis, on va mettre Caden Primo on va faire monter des jeunes, puis leur donner de l'expérience dans la NHL, puis qu'on tank, puis qu'on aille vraiment dans le fond, mais qu'au moins qu'on utilise ce temps-là pour évaluer Owen Beck, évaluer faire de la formation, Florian, tout ça. C'est exactement ce que je disais. Puis, j'adorais Martin Saint-Louis encore parce que pour moi, Martin Saint-Louis, jusqu'à preuve du contraire, c'est le capitaine du Canadien de Montréal pour moi, en dehors de la glace. Pour moi, c'est lui qui est vraiment le leader de cette équipe-là, puis qui réussit à rassembler vers une seule idée. Ce que Suzuki met en pratique sur la patinoire, mais c'est pas le leader vocal et charismatique que Martin Saint-Louis est en ce moment pour les fans et le Canadien. Parce qu'il faut te donner raison. T'as raison. Mais à la même place que j'étais, moi, quand on perdait, j'étais comme, on garde Saint-Louis, mais on essaye du monde, on tank, mais l'année prochaine, s'il est rendu à Noël, Martin Saint-Louis, là, il est encore perdant. Là, il faudrait y penser. Mais la différence, ça semble que toi, tu as continué à l'estimer alors que Louis ne l'estimait plus. Ça semble ça la nuance. C'est là la différence. Pas l'estimé. Par contre, là, pas vrai. Moi, je voulais le garder parce que tu trouvais ça désorganisé, donc tu as l'impression que pour avoir un meilleur choix de repêchage, tu étais content que ça soit désorganisé. Je trouvais qu'il manquait d'expérience dans l'arrière du banc. Ça, on en parlait, puis on disait que quand ça allait mal, on disait que ça serait peut-être pas mauvais d'avoir
un adjoint d'expérience. Un qui se Richardson. Je joint, trouvais que Mané, on le sentait là, que le Canadien était complètement désorganisé, la panique s'installait. Puis là, vous savez, là, novembre, décembre, Mané, on donnait là, systématiquement, Mané, on donnait 3 buts là, comme en 5 minutes. Là. Tant. L'équipe était complètement perdue. Là, tu fais comme, OK, là, le coach le ramène ton banc, faites quoi? Il y a quelque chose qui se passe pas. Là. Mais en même temps, c'est un coach qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Fait que, il y avait plusieurs choses qui s'expliquaient, mais j'ai jamais demandé à le congédier comme tel, mais j'ai jamais trouvé qu'il était en compétition pour le Jack Adams. Non. Ce que je pense je pense pas qu'il va l'être, mais Il va être dans la conversation. avec l'équipe qu'il a, il mérite d'avoir certains votes. Je veux dire, parce qu'on s'entend que c'est encore une équipe qui n'a pas de défensive vraiment, puis qu'il y a une ligne et demie. Là. Avez-vous écouté son point de presse hier après le match? Non. Moi, Oui. j'ai beaucoup aimé une des réponses qu'il a données, puis ça en disait beaucoup sur l'état d'esprit de l'équipe, je trouve. C'est un journaliste, je sais pas c'est lequel, qui a commencé sa question en disant il y a eu beaucoup de surprises cette année, dans une année remplie de choses inattendues. Et il a enchaîné avec de voir Josh Anderson avoir du succès. Puis Martin Saint-Louis a dit je comprends pas ta question. Là, il a reposé, puis il dit je comprends pas la première partie de ta comprends toujours question. pas. Parce que la première partie était il y a des choses inattendues, des surprises. Puis je trouvais ça tellement fort comme message, c'était subtil, parce que c'était une façon de dire je suis pas d'accord avec toi que c'est des surprises. Je suis pas d'accord que ces joueurs-là, c'est tant inattendu qu'ils sont capables de gagner des games, qu'ils sont capables d'être compétitifs au mois de mars. Puis c'est ça l'état d'esprit que les gars ont. Tu sais, les gars comme Gallagher, qui ont été avec le Canadien depuis longtemps, c'est ceux qui se disent hey, on a déjà eu des meilleurs clubs de talent que ça. Tu sais, il y a déjà eu des clubs de Canadiens qu'on avait plus de talent, mais les gars, ils se donnent. Hier, quand on a fait marquer le 3e but, là, le mauvais but de Montembeault, moi, ça vient de casser les jambes, ça. Ouais. Mais ils n'ont pas lâché, puis ils sont revenus. Ah, non, mais Avant ça, Noël, il aurait lâché. Ah, ouais. Avant Noël, Ah, oui. tu fais ce but-là, c'est fini, puis ça finit 7-2. Terminé. Là. Oui. Fait que là, c'est ça qu'on dirait qu'ils ont réussi à faire depuis se complètement. décourager, Puis là. sinon, c'était ça, vraiment, là. Puis c'est ça, les coachs ont du mérite, la chambre a du mérite, parce que Gallagher, Anderson, hey, mon ami Dvorak. Dvorak. Mais l'autre aussi, t'as beaucoup d'amis. T'as Dvorak, t'as Qui? la grosse vache Liney. Là, je te quote, Mais hein. t'es encore. Là, je te cite. Là. Ah, mais juste avant qu'on commence, parce que puisque c'est chaud, tu viens d'arriver, si vous voulez manger, là, Pizzeria 900, notre nouveau commanditaire, on a changé de commanditaire pendant que tu étais avec Brother. Oui, j'ai cru comprendre que tu avais eu quelques beefs, divers beefs. Je l'ai eu T'en as moins que Vautier, mais t'en as mis d'autres Il y en a à moins. l'avant-plan. Il y en a moins que Vautier? Ah oui. Ben, peut-être que t'en as moins que Vautier, mais tu t'es dit, je vais prendre le relais, puis ça va être plus médiatisé encore. Mais J'adore bref, tout ça, Pizzeria 900, merci. Très, très bonne pizza. Il y en a plein. Oui, Allez-y. j'ai pas fait en ce moment, mais je vais partir avec une boîte parce que tu m'as dit que j'avais le droit. Puis... Vas-y. Et les brasseurs de Montréal. Si vous voulez une bière, il y en a avec alcool, sans alcool. Et Paillé. Paillé est dans l'aventure. OK. OK, pizzeria, bière, des Paillé, chars. OK. on est masculinité. On n'est pas toxique parce pas qu'on toxique, est ouvert, mais on est on a les jambes masculinité. croisées, Pizza, mais- bière, char, café. Fait que, et tu portes ton chandail différent comme toi. Oui. Fait que, Merci de m'avoir inclus dans vos listes de personnes influentes. voilà. Première fois que je me fais proposer quelque chose comme influenceur. J'ai trouvé ça fantastique. Donc, oui, Jean-Thomas, je continue de te mettre à jour. L'affaire, c'est que oui, je trouve que Patrick Laine, je suis je te dirais, étonné, c'est pas si c'est le bon mot parce que je l'avais déjà vu jouer avec jouer à Montréal, Ouais. mais de le voir jouer régulièrement, je vais dire abasourdi un petit peu à quel point il a ralenti le jeu. Puis il a ralenti le jeu. Là, comment il était. Puis je veux pas être pisse-vinaigre là, parce que c'était une belle victoire contre Ottawa. Je sais pas comment ça va aller contre les Islanders, mais le Canadien est quand même sur une bonne séquence. Le premier trio traîne l'équipe. Mais on va devoir avoir une contribution là, de New Hook, Laine. À 5 contre 5. Ouais. Tu sais, en 5 en contre 4, power ouais, play, il fait la job. Mais moi, j'ai une question, en fait, c'est... Là, Patrick Laine, on voit qu'il est utile sur le power play, là, mais quand il va être re-signé, combien tu lui donnes par année et est-ce que tu le gardes Man, sur ce rôle précis? Sacha, c'est parce que Sacha m'a écrit là-dessus, je vais le laisser Ah ouais? Pour l'année. pour Laine. Oui. Parce que moi, me semble, je l'aime, puis je l'haïs des fois aussi. Mais c'est parce que tu regardes, je dis, je comprends la perception. Parce que toi, t'aimerais ça avoir des Gallagher partout. T'aimerais ça avoir des gars avec la hargne, l'intensité, puis je comprends. Mais ça reste qui produit. Puis notre powerplay, notre avantage numérique a jamais été aussi bon dans les dernières années. Je veux Et il y en a pas Je vais te beaucoup. laisser aller, mais je veux juste te préciser. C'est pas vrai qu'on a besoin de juste des Gallagher. Mais mettons un Patrick Laine avec la shape qu'il a,
de perdre aussi souvent ces batailles à 1 contre 1 sur le bord de la bande, je comprends pas ça. Je comprendrai jamais ça, à part un manque d'ardeur au travail. Mais vas-y, parce que sur son prochain contrat, ça vaut quoi un gars comme Laine? Je pense pas que... avec la masse salariale qui va monter, moi, je pense qu'il va rester dans les alentours. Tu sais, en ce moment, il est sur un pace de quoi? 60 points en 80 matchs? Presque 40 buts, quand même. 40 buts, tu regardes le nombre de matchs joués. Fait que tu dis, il marque toujours du powerplay, mais c'est quand même des buts qui comptent. Là. Dans la nouvelle, un but sur powerplay a la même valeur qu'un but à 5 contre 5. Fait que... Si quand il joue à 5 contre 5, il te coûte des buts, il te coûte des... C'est ça aussi, je pense qu'il faut que tu détermines. C'est juste difficile à évaluer parce que je trouve pas qu'il a joué sur un trio qui avait de l'allure cette année. Pour moi, dans un club comme avec Dak au centre ou Newhook au centre, ça marche pas. Mais si tu l'amènes avec un bon deuxième centre, puis avec un, mettons, demi-dove. Si Hughes fait ce qu'il dit qu'il veut faire, puis qu'il va chercher un deuxième centre qui a de l'allure, puis que demi-dove qui arrive te liner, c'est là, je pense, qu'on va savoir combien il vaut vraiment. Parce que peut-être qu'il est rendu là son implication à 50 ans. Mais l'échantillon, je comprends que c'est un court échantillon. Bon, j'ai vu le match d'hier, il y a quand même pas si mal joué. Oui, mais non, je parle avec les Canadiens. Mais dans la Ligue nationale, il y a un échantillon d'être un joueur moody, là. Pas juste sur la glace, je parle, là, d'être un joueur moody puis pas super impliqué. Fait que moi, je pense que le danger, c'est que ses stats fassent en sorte qu'il souhaite un contrat long terme qui va être pénalisant sa masse. Ouais. Fait que moi, je serais vraiment je pense qu'il va rester aux alentours de ce qu'il gagne là. Mais Ken va pas signer ça. Il disait justement qu'il voulait pas signer de joueurs parce qu'il voulait pas donner des contrats de 8 ans dans le vide à des joueurs qui sont pas dans son plan. Qu'on va regretter le lendemain. Là. Kent va pas faire ça. C'est déjà pour ça que... Tu l'appelles Kent? Kent, oui, on est proche. Ouais. Monsieur Hughes. Mais il n'a pas signé de joueur, justement, à la limite des transactions parce qu'il voulait pas s'embarquer dans ce genre de derby-là, de faire « Hey, moi, signer quelqu'un à 8 ans, 10 millions, le regretter comme demain matin. » Ouais. Pas 5 contre 5, là, il doit être frustrant à jouer avec. Il est meilleur depuis une coupe de match, par contre. Là, non. Depuis une coupe de match, je trouve que ça s'améliore. Les coupes de match, il était 5, là. Il a manqué 4-5 games parce qu'il avait le rhume. Mais il y a quelqu'un, à juste titre, un de nos auditeurs qui a écrit dans un commentaire, j'aurais aimé ça, moi, voir Laine expliquer à Josh Anderson sa grippe de 5 jours. L'autre qui rentre dans les brandes à pleine face. Mais donc ça, Anderson, depuis mon absence, il est devenu un joueur apprécié. Parce qu'honnêtement, lui aussi, il était fucking moody, là, on s'entend. Là. Mais depuis moody, pas moody, il n'aimait pas la bonne chaise. C'est comme on dirait que c'est mais il y avait quand même des bouts, c'est comme, hey, pour vrai, il y a d'une efficacité. Là. Il y a des grands moments où j'ai regardé jouer Josh Anderson depuis 2-3 ans, j'étais comme, hey. Non, mais sur une deuxième ligne, quand il essaie d'être un peu fancy des mains, des fois, c'était comme, il part en échappée. Bon, donc peut-être qu'il a compris un peu plus le style de jeu qu'il doit jouer. Là. Peut-être que là, il est en phase avec son talent puis ce que Martin Saint-Louis lui demande, peut-être. Mais le rôle que Martin Saint-Louis a donné, c'est parfait. Il l'a mis dans la bonne chaise. Il a lui donné un rôle d'infériorité numérique, 3e trio. La perception aussi des partisans a changé. Les attentes ont changé. Les médias sont moins... Tu sais, mais Josh Anderson a le même style de jeu qu'il a présentement dans un rôle où tu es sur le 2e ou 1er trio. Il y a quand même des gens qui vont critiquer le manque de production, il marque pas assez. Parce qu'il y aurait des opportunités qui manqueraient. C'est ça. Puis là, ça l'expose. C'est ça. Puis là, le fait qu'on remarque plus parce qu'il est en infériorité numérique, puis qu'il y a un rôle plus d'énergie, que même quand il est blessé, il donne à 100%. Fait que les médias l'apprécient, les partisans, ça reflète. Il n'était pas tout le temps à 100%. Il peut être dans la mauvaise chaise, mais... T'es dans la mauvaise chaise, pas à 100%. Il y a des longs bouts quand même. Je ne trouvais pas tout le temps ultra impliqué avec les atouts qu'il a. T'sais, physique, bon patin. Des fois, j'étais comme, il me semble qu'il patine pas comme il pourrait patiner, puis il n'est pas aussi physique qu'il pourrait être. Tu vas l'observer. Ben, c'est ça, il y a eu un changement depuis quelques semaines. Vraiment, j'ai l'impression que Martin Saint-Louis... Penses-tu que c'était le fait que j'étais absent? Oui. C'est dit, Jean-Thomas ne m'observe plus. Je ne suis plus sous la loupe de Jean-Thomas, j'ai envie d'exploser. Oui, Jean-Thomas se fait intimider à Big Brother. C'est ça. La blessure d'Emil Heinemann, on dirait qu'elle a comme mis en lumière l'équilibre des trios du Canadien. Quand il a été blessé, Emil Heinemann, la ligne avec Armia puis Evans, ça a comme chié. La ligne ne fonctionnait plus. Emil Heinemann est revenu, la ligne est redevenue incroyable. J'ai l'impression que Anderson est dans cette bonne chaise-là, puis je me demande si tu le mets sur le premier trio. On fait-tu une série? On fait une série. On rattrape Ottawa puis on finit 7e. Puis on va être fâché de finir 7e parce qu'on va se pogner contre la Floride puis on est mieux de se pogner contre Washington.
Mais j'ai l'impression qu'on va rattraper. Je pense que c'est mieux de se pogner contre Washington. Mais c'est sûr. Hey, j'ai pas le goût de pogner Panthers, là, Florida. Bobrovski ou les deux goalers gauchers? Tu veux-tu encore Marchand, mais je veux dire, moi, je vois juste les stats des Caps. C'est-à-dire, je fais comme ils sont quand même une machine cette année, non? Mais les Caps sont pas faciles à jouer contre. Ils sont tannants. Tu sais, Wilson, puis ça frappe. Puis moi, je suis pas un grand fan de Thompson, mais dans les séries, c'est un gardien de bien hot. Mais ils sont pas le fun à jouer. Mais c'est sûr que Floride non plus, Bobrovski, puis Seth Jones joue mieux depuis qu'il est là. Mais le Lightning est très près des Panthers aussi, quand même. C'est-à-dire que ça pourrait toujours ne pas être ça comme match-up. Oui, ça pourrait être des deux perdus. Mais le Lightning ne sera pas commode non plus. Je pense pas qu'il y ait une équipe dans le top qui veut affronter une équipe comme Montréal en première ronde. Parce que pour vrai? Non, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Ça va. Non. Ça va. Non, mais c'est une équipe qui a rien à perdre. As-tu ton tatou du Canadien en dessous? Peux-tu laisser finir? Ça allait bien. La semaine passée, tu t'es repris, t'as avoué à tout le monde, t'étais dans le champ. T'as dit, Suzuki, je me suis trompé. J'ai trouvé ça fort. Suzuki, il est revenu fort. J'ai trouvé ça impressionnant de ta part. T'as mis ton orgueil de côté. De la game, un talent et une intelligence nettement au-dessus de la moyenne. Donc, mon point, c'est qu'une équipe comme le Canadien n'était pas supposée d'être où est-ce qu'ils sont présentement. Oui, mais ça ne veut pas dire que les autres ont peur de les affronter. C'est pas une question d'avoir peur, c'est que t'as rien à perdre. T'arrives là, t'as rien à perdre. La foule va être débile à Montréal. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de hockey de série. Tu sais, tu penses à ça. Il n'y a pas un gars dans la section 200 qui a scoré un but à ce que je sache. Ça reste que, en ce moment, on joue il y a comme une ambiance de série présentement, là. Chaque match est très important. Ouais. Tu sais, hier, au Centre Bell, j'étais pas là, mais de ce que je voyais à la télé, puis samedi aussi, ça avait l'air de... OK, on est quand même proche d'une ambiance de série. Que moi, je pense qu'ils peuvent aller voler une coupe de game. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils vont gagner la coupe, mais je pense pas qu'une équipe en première ronde va... Tu sais, il y a deux types d'équipes en 8e place. Une équipe qui a de la misère, qui slump, qui fait les séries par la peau des fesses parce que sont comme... Ils finissent par gagner la Coupe Stanley comme les Panthers l'an passé, ouais. Non, comme les Blues de Saint-Louis, ils faisaient partie de derniers qui ont montré. Mais il y a aussi l'équipe qui, genre, qui surperforme, puis qui arrive, puis qui dit « je rentre, puis il n'y a rien à perdre ». Fait que je pense pas que c'est en 4 matchs. Même si Washington, ils vont pas gagner en 4 matchs. Enlève ton ta tu sais, la saison record des Bruins, là, qui avait fini premier, puis ont perdu contre la 8e position en première ronde, là, c'est l'année des Panthers. Ouais, c'est ça. Mais c'est possible, surtout que le Canadien rentre en série avec aucune attente, rien à perdre. Rentrerait en série. Vont rentrer en série. Dans l'hypothèse que tu es. C'est ça qui est... Arrête, il faut être positif, là. On veut faire... Ça peut changer vite. La question, c'est les Rangers ou le Canadien? Parce que je pense que les sénateurs sont partis. Ça va dépendre. Demain, le match contre les Islanders est important. T'es à 3 points avant les Islanders avec le même nombre de matchs joués. Oui. Si tu perds ce match-là, les Islanders sont à 1 point de toi. C'est une autre game. C'est les Islanders qui sont plus proches que les Rangers. Ils ont 2 matchs de plus que joué de nous, les Rangers. Nous, on a 2 matchs en main, on a 1 point de plus. Fait qu'on est quand même pas si pire. Mais ouais, moi, j'étais surpris d'apprendre quand j'ai catch-up sur ce qui est arrivé dans le National que la Violette était encore là. Ça allait tellement mal quand je suis parti. Peter, la Violette. C'était un désastre quand je suis parti. Les Rangers, il n'y a plus rien qui allait. Ils étaient passés de la première place à la genre 11e. Non, Panarin faisait plus de points. Panarin faisait plus de points. Lafrenière, il n'y a pas une grosse saison. Je l'avais dans mon pool, puis ça n'a pas tant aidé. Début de saison, c'est super bon. Maintenant, de Noël, c'est mort. Ouais. Je l'avais aussi dans mon pool. Il y avait quasiment du point par match. C'est pour ça que je comprends que les Islanders, j'aime beaucoup Patrick Roy comme coach, fait que je ne changerai pas d'idée là. Mais je trouve qu'ils ont. C'est pas beaucoup de talent, les Islanders. Il n'y a pas beaucoup de talent. Une équipe de structure, une équipe d'effort, mais c'est pas beaucoup de talent. Qui ont eu en retour de Brock Nelson? Qui ont eu un Brock Nelson? Pas des choix qu'ils ont reçus. Ils n'ont pas reçu un 2, quelque chose de même. Ils n'ont pas eu de renfort je pense pas qu'ils n'ont pas eu de renfort. Je m'excuse de ralentir le groupe. C'est pas si important, mais je suis un Jean-Philippe Vautier, mais moi j'ai une bonne raison d'être un Jean-Philippe Vautier au moins. Fait que ça, c'est correct. Non, c'est moi qui... OK. Mais nous, à Muriello, il paraît qu'il essaie d'échanger même Noah Dobson parce qu'il ne veut pas le payer l'été prochain, des affaires de même. Ah, c'est ça. Le défenseur Oliver Killington. OK, ouais, de l'avant. Puis le prospect, c'est sur ça, Callum Ritchie. Il n'y a pas eu de choix, rien. Et a conditional first round pick 2026 NHL draft. OK. Ben, quand même, c'est un bon forfait. C'est beaucoup, un bon bouquet. Non, c'est un très bon retour pour un gars qui est quand même vieux, là. Mais c'est là que les Rangers, je me dis, à un moment donné, ils vont rembarquer Zibanejad, Panarin, Kreider, Lafrenière, Adam Fox. Ils sont capables de baser du momentum. Ils sont incapables de garder un streak de quoi que ce soit, les Rangers. Les Rangers, je trouve pas qu'ils ont une grosse défensive. Non, c'est ça. Là. En ce moment, ça fait que j'ai checké leur... sur Daily Face-Off, je checkais les défenseurs des Rangers, j'étais comme, OK, Adam Fox, Andrew Miller, mais à part ça, je sais que c'est qui ces gars-là?
Ben, tu sais, je sais qui, mais c'est pas comme des... Ils n'ont pas un gros core. Non. Fox, pendant les 4 nations, il était assez décevant. Là. Comment? Fox, pendant les 4 nations, il était assez décevant. Ouais, j'ai raté ça, puis ça, j'aurais bien aimé. C'était le fun, la finale. C'était pas si le fun. C'était pas bien bon. Non, je t'en niaise. Je juste veux pas te faire filer. Pardon un peu de Big Bro, justement. Ouais. Tu as revu les épisodes? Ouais, j'ai vu les épisodes. T'as tout vu? Tout vu, ouais. Mais j'ai pas vu les 7/7, là, évidemment. Là. Non. Non, mais les 22 minutes à nouveau. Ouais, là. j'ai vu les 22 minutes Puis c'est-tu représentatif de comment ça se passait et comment tu te sentais? C'est une bande-annonce. C'est vraiment une bande-annonce de ce qu'on vit. T'sais, c'est 22 minutes sur 24 heures. Ouais, mais est-ce que c'est représentatif? Je trouve que il y a des choses que j'aurais aimé qu'ils soient là, qui n'étaient pas là, mais je pense que chaque joueur ou joueuse qui sort de là dit ça, parce qu'ils font parce que tout le monde, c'est comme j'ai un ami qui a fait Survivor US, là, je suis devenu ami avec un joueur il y a quelques années, puis je trouve tellement que son image est bonne. Il dit quand tu joues à un jeu de même, everyone is the hero of their own story. Tout le monde pense que tout tourne autour d'eux, alors que il se passe tellement d'affaires. Il y a des affaires qui avaient de l'impact dans le jeu qui n'ont pas été mis nécessairement. Il y a deux, trois fois où j'aurais aimé qu'il y ait des confessionnaux que j'expliquais certains angles que j'avais qui n'ont pas été mis. Puis ça m'a un petit peu déçu. Mais grosso modo, je pense que mon histoire a été racontée. J'aimais pas trop l'angle de... Tu sais, que j'étais ostracisé. J'étais ostracisé stratégiquement. Là, je le savais depuis 3 semaines qu'il y avait comme plus de solution. Ça me donnait l'impression qu'au-delà de la stratégie, même humainement, j'étais pas isolé. T'étais isolé. Non. Il voulait créer ça. Tu sais, moi-même, des fois, je m'éloignais quand il y avait un petit peu trop de collégialité bruyante, là, parce que j'avais besoin de mon temps, parce que je fais de l'insomnie dans la vie, puis je suis quelqu'un de très sensible, puis moi, j'ai aucunement peur de montrer ma vulnérabilité quand il faut, puis même si les caméras sont là, je fais comme, j'ai pas honte de ça, moi, je suis comme ça. Puis des fois, je peux avoir l'air un peu... Des fois, je peux même dire, je me souviens, des fois, j'ai eu des conversations avec Coco, j'avais du fun à parler jeu avec Coco. Des fois, j'avais juste envie de dire que je l'aimais. J'étais comme un peu larmoyant, mais pas parce que j'étais triste, juste parce que je suis brûlé. Quand tu passes 4 nuits blanches, là, en l'espace de je suis resté là 64 jours, mais il y a une stretch où j'ai dû passer 4 nuits blanches en 30 jours. Fait que it takes a toll, t'es fatigué, puis tu deviens plus émotif, plus à fleur de peau, mais je me sentais jamais... Je cherchais toujours des solutions. J'ai toujours travaillé pour trouver des solutions jusqu'à toute fin. Oui, j'ai fait des erreurs aussi. J'ai essayé de rattraper des erreurs. J'étais malchanceux avec plusieurs twists. Le double patronat, le sort de Simon. C'est un mix d'erreurs et de malchance. Et oui, j'étais brûlé, mais je me sentais pas ostracisé socialement. Stratégiquement, oui. Ça a été quoi le point tournant aussi que tu fais comme là? Pour moi, on dirait que la game a pris un mauvais tournant. C'est quand il y a eu la twist des doubles maisons, en fait. OK. Parce que... Nous, on a essayé d'activer le double patronat de notre bar. Pour Sacha, il me regarde, il me dire de quoi tu parles, c'est du langage inventé. C'est correct. Mais je ne m'éterniserai pas là-dessus pour ne pas larguer les spectateurs, spectatrices, les auditeurs, auditrices, comment on appelle ça? C'est des gens de qualité. Des gens de qualité. Ben, en fait, c'est que j'avais comme créé une belle alliance fonctionnelle au début du jeu, les fakirs, j'aimais pas le nom, mais j'aimais la constitution de l'Alliance, puis ça allait bien, puis j'étais vraiment bien positionné dans l'Alliance, c'est-à-dire que les gens avaient l'impression que j'étais la colle, c'est moi qui conversais le plus avec tout le monde, les gens venaient me voir pour avoir mon avis, etc. Fait que j'étais comme un peu celui qui était rassurant, puis qui disait non, ça va bien aller, fait que j'étais bien placé, les gens le savaient dans la maison, mais quand il y a eu la twist du camping qui a splitté les affaires, l'erreur que j'ai faite, ma plus grosse erreur selon moi, que j'étais en train d'essayer de réparer, que j'aurais pu réparer, mais c'est que après la réaction en chaîne, qui est devenu très émotif, cette histoire-là, particulièrement avec Fabiola, qui était comme très, très heurtée. Et moi, j'aimais beaucoup Fabiola. Donc, j'ai voulu l'intégrer au Fakir, notre alliance. Pauvre Sacha, ça me fait non. Les yeux un peu chevreuils de l'autoroute. De quoi tu parles, les Fakirs? Donc, c'est ça, j'ai voulu l'intégrer au Fakir, mais une couple de personnes dans l'Alliance, Amy, François, Sinem, m'avaient dit qu'il faudrait parler à Fabiola, sauf que j'ai pas validé auprès de Simon puis Fretzky, j'ai pas demandé l'approbation, j'ai pas délégué des gens pour dire hey, demandez-leur si c'est correct avant qu'on l'intègre officiellement. J'étais allé trop vite, peut-être par réflexe de sensibilité envers elle. Fait qu'après ça, Fretzky, ça l'a un petit peu fait ça veut dire qu'on dirait que ma position dans cette alliance-là n'est pas très bonne parce qu'on me parle pas, on me feed pas l'info. 100% mon erreur. Mais ton aura de gars qui décide puis qui pourrait être une menace, elle s'est installée vite. Fait que là, tu devenais une cible.
Oui, mais tu sais, je suis un ancien gagnant aussi. Les 3 gagnants, les 2 autres gagnants se sont fait éliminer rapidement. Fait que je savais qu'à un moment donné, ça allait être mon tour, tu sais. Fait que pas que j'étais sur du temps emprunté parce que j'étais bien placé. Puis s'il n'y avait pas eu cette twist-là, tout le petit... le ressenti négatif que Fredsky avait envers moi, pas personnellement, mais envers la situation, ce serait probablement estompé. Mais là, Fredsky a eu vent que j'avais essayé d'avancer une sous-alliance de 6 dans le 8. Là. Il y avait 8 fakirs, je voulais avancer avec 6 membres sur 8. Et Fredsky, Simon, n'y était pas. Et ça, Fabiola était en campagne de son côté, était sur le bloc, puis elle a nommé ça à Fredsky pour essayer de se sortir de la chenoute. Ça, je pense pas que c'était une erreur d'avancer le 6 dans le 8, parce qu'il faut tout le temps que tu avances une sous-alliance avant que les gens la préparent sans toi. Fait que ça, c'était pas une erreur à mon avis, mais l'erreur, c'était d'avoir fragilisé Fredsky en ne lui parlant pas de l'intégration de Fabiola dans les fakirs. Et ça, je pense que c'est... Fredsky, là, c'est... Fredsky, c'est la Frédéric Turgeon. Frédéric Turgeon, qui est une skieuse paralympique. Okay. Son surnom, c'est Fredsky parce qu'elle fait du ski. Okay. Elle s'appelle Frédéric. C'est David... il fallait y penser. Dave Morgan qui a inventé ce surnom-là. C'est pas fou, ça. Je sais que la sonorité t'amuse, mais si elle écoute cet épisode, tu vas la blesser. Oui, non, son surnom, c'est Fredsky. Puis là, François Lambert, il t'a lâché. François Lambert, ça a été compliqué. François Lambert, il t'a lâché. Vous aviez de quoi, là? Ça, c'est un manque de solidarité. Il a été... je pense que François, à un moment donné, il a trouvé ça rough de sentir que dans les fakirs, où Fredsky était, que les gens venaient me parler plus que lui venait se faire consulter. Puis je pense qu'il était comment... Une bataille de pouvoir? Peut-être qu'il a trouvé ça tough de se rendre compte de ça. Il est venu me le dire, puis je comprenais pourquoi, mais il y a une affaire que je peux comprendre de la perspective à François, c'est que dans notre saison, on se consultait beaucoup, puis on travaillait beaucoup ensemble. Puis sachant qu'on aurait une cible énorme les deux, parce qu'on s'était rendus ensemble à la fin, on se disait, tout le monde va vouloir nous splitter. Donc, on s'était dit, essayons de se parler courtement, puis de rester très subtil, parce que si la loupe est sur nous, parce qu'on a tout le temps là de faire des plans ensemble, ça va devenir... Il va y avoir un momentum. Bon, il faut les séparer, ces deux-là. Ils recommencent leur stratagème de leur saison. Fait qu'on se parlait très peu, puis moi-même, j'essayais d'éviter d'avoir de longues conversations. J'en avais beaucoup plus avec Martin et Amy, des longues conversations, parce que là, j'étais comme avec eux autres. Ça ne rajoutera pas un spotlight si je leur parle. C'est correct. Fait que là, je pense que François ne se sentait pas au cœur de l'action. Puis après ça, il y a eu des affaires qui n'ont pas tout été à TV, mais qui nous ont un peu embrouillés, disons. Là, je vais rester poli. Et c'est devenu compliqué. Allez-vous vous reparler? C'est ça, je me demandais. La sortie, c'est comment? Ça va dépendre de son approche post-jeu. Mais est-ce que la majorité, là, je connais pas les après des saisons, là, est-ce que vous réussissez à avoir des relations similaires avant votre entrée? Ou est-ce que les relations se sont améliorées ou il y a beaucoup que ça se détériore? C'est-à-dire que moi, en fait, la relation un peu plus unique que j'avais cette année, c'était avec François parce que il y a d'autres personnes que je connaissais, mais j'avais joué avec François, j'avais un historique de jeu avec François. Ouais. Et d'un point de vue jeu, je lui en veux absolument pas. Il est encore dans la maison, je suis content pour lui. Moi, c'est plus que je trouve qu'il est allé dans des zones que... Tu serais pas allé. Que je serais pas allé, que ça m'a surpris qu'il aille. Puis je trouvais que des fois, ça tombait un peu plus dans le personnel que le jeu. Et c'est plus que j'ai trouvé ça tough. Je dis pas que... Parce que dans le jeu, on va dire que vous êtes dans Big Brother. Ouais. C'est comme un monde fermé où c'est que tout devrait être dans ma tête, là, que tout est permis. Mais c'est sûr qu'on a comme des sentiments, on est des humains quand même à l'air de ça, mais de réussir à fermer cette porte-là quand tu sors, c'est pas possible. Ça va dépendre des conversations qu'on a. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de défauts dans la vie, mais je suis quand même quelqu'un qui fait de l'introspection. Puis il y a des affaires qui sont arrivées dans la maison que ça lui a, qui a comme été un peu heurté par des réactions que j'ai eues, des réactions par rapport au jeu. Puis j'ai essayé de recadrer, puis de dire hey, je comprends. Mais à l'inverse, je n'avais pas l'impression qu'il faisait la même chose pour moi. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait peu d'introspection. Je trouvais que ça manquait de gratitude, manquait de regarder le jeu avec mes lunettes. Puis je trouvais que c'était pas assumé. Tu sais, il disait souvent que s'il contribuait au fait que je sorte, c'était à cause qu'il suivait les filles, mais je pense qu'il voulait autant, sinon plus, que les filles me sortir. Là, c'est correct dans le jeu, mais c'est juste que je trouvais que c'était pas assumé. Ça, il pourrait dire autre chose, puis je veux pas... fait que la trahison du jeu se transporte quand même à l'extérieur.
Pas pour le jeu. OK. Je réitère que c'est pas rapport avec le jeu. Mon Dieu, je me demande c'est quoi quand je me suis fait sortir puis je suis revenu avec la rédemption, il nous manque un lien. Ouais, il nous manque le qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a brisé. En fait, c'est que ce que je veux dire une affaire. Parce que c'est compliqué ces questions-là parce que tu sais moi ce que je vais dire parler pour moi. C'est-à-dire que si toutes mes conversations de toute la saison étaient coulées sur le web, déversées sur le web, j'assume tout. J'ai honte de rien. J'ai l'impression d'avoir joué avec les valeurs avec lesquelles j'avais envie de jouer. C'est-à-dire quand même, stratégiquement, oui, parfois il y a eu des tromperies, des doubles jeux, des cachotteries. Puis quelqu'un peut jouer avec, tu sais, Coco est un peu plus dans la duperie que moi, puis peut-être un peu plus, pas vilaine, mais ça reste ludique et sain. Oui. Tandis que il y a d'autres choses que je trouvais moins saines. De ma perspective à moi, que je trouvais moins saines. Donc, moi, si tout était déversé sur le web, j'assume tout ce qui est arrivé. Regardez tout. Il va y avoir des bouts de dol en esti, mais vous pouvez tout regarder, puis je vais tout pouvoir expliquer. Puis j'ai honte de rien parce que j'ai joué selon mes critères de jeu que j'avais pas envie que... Moi, je pense que je suis un joueur qui peut être... Je suis un joueur rationnel et logique, loyal. C'est comme ça que je joue, mais je joue aussi avec émotivité et j'en suis conscient parce que pour moi, si je joue pas... Si j'occulte complètement le côté émotif de mon jeu, ça me rattrape. Il faut que ça fasse un amalgame. Émotif, vous avez pleuré beaucoup. Oui. Beaucoup. Mais je te dis, là, parce que je te le dis à chaque saison, j'aimerais ça que tu le fasses, mais parce que tu serais vraiment intéressant à suivre là-dedans, puis je pense que tu aimerais ça, puis je sais que tu as d'autres... Tu es quelqu'un qui a beaucoup de choses sur le feu, puis tu as des poursuites en cours. C'est sûr que tu as 7-8 semaines à aller passer dans une maison fermée. Non, parce que s'il est compétitif, il faudrait qu'il fasse 12. Moi, ma saison, c'était 13. Là, cette année, c'est 12. Moi, je pense que je ferais pas long. Sortir à 8, là. Ouais, c'est ça que mais c'est parce que c'est compliqué parce que ça devient une bulle, puis là, tout est exacerbé sans bon sens. C'est fou parce que ça devient ça, notre vie, c'est notre survie dans le jeu. Moi, j'y allais pas pour le fame, absolument pas. J'y allais pas pour l'argent, j'allais juste pour le jeu. J'adore ces jeux-là. Rencontrer des nouvelles personnes aussi au travers d'un jeu. Mais, tu sais, les émotions sont complètement exacerbées. Le hamster trotte non-stop. Là, il y a de la fatigue. Je voyais François Lambert cette semaine pleurer là, parce qu'il n'avait pas réussi le jeu des bouts de bois. C'est quand même un homme qui a relevé des défis plus grands que ça dans sa carrière sans pleurer. Oui, mais je te dis, toi aussi, tu as des côtés émotifs. Je te dis que tu vivrais des bouts comme ça. Non, je sais que comprends tout le pattern. Mais... Il doit y avoir de la lumière partout. Fait que ton sommeil est complètement déréglé. La nuit que vous avez passée dehors, il y a de quoi être comme... scrap pendant 4 jours après. Tu sais, pour vrai, là, si j'avais pas eu à faire un numéro 2, je serais resté, là. J'avais pas froid. J'étais comme... Hey, moi, j'espérais qu'il y ait une immunité dans le bois. Il est resté dehors combien d'heures? 20 heures dehors, sa terrasse. Mais fait la salle de bain. En robe de chambre. J'alternais entre le spa. Il fallait faire ça, c'était un défi de rester dehors le plus longtemps possible. C'est celui qui allait rester le plus longtemps dehors. L'hiver, en parlant pas. Fallait pas parler, puis il y en a qui ont été éliminés parce qu'ils ont parlé. Fait qu'à la fin, il restait juste moi puis François, on était dehors. Puis... Est-ce que tu as pensé faire caca dehors? En fait, j'allais le faire jusqu'à ce qu'on me dise que c'était interdit. Je te dis, je me serais trouvé une façon... Comment ils ont pu te le dire si tu ne vas pas parler? Parce que, en fait, ça, je pense que la production s'est rendu compte qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ce que ça dure aussi longtemps, cette épreuve-là. Fait qu'ils n'avaient pas précisé ça. J'ai pas fait pipi dans le spa. Il y a des gens qui spéculaient que des gens avaient fait pipi dans le spa. J'ai fait aucun pipi dans le spa. Mais il y a eu des pipis sur la terrasse, là, à des endroits stratégiques. Corrects. Là. Même les filles sont allées camouflées par un genre de table pliante. Là. Mais la notion des numéros 2 n'avait pas été nommée dans les règlements. Puis comme c'était la semaine du patronat invisible, quand il y a un patronat invisible... Sacha, le patronat invisible, de quoi qu'on parle? C'était un repêchage. Il appelle les gens au confessionnaux dans un ordre déjà préétabli pour que tout ait l'air conséquent, c'est-à-dire que... Organisé, pas en réaction, quoi que ce soit. Oui, la longueur des confessionnaux était toujours la même, l'ordre était toujours le même, puis là, c'est la vitrine d'opportunité pour faire les mises en danger, mais les mises en danger, comme cette fois-là, elles se font à l'aveugle, de façon invisible, ben là, tu les fais au confessionnal. Fait que là, moi, François puis moi, on était encore sur la terrasse à ce moment-là, puis on dit, Jean-Thomas confessionnal, je m'en vais au confessionnal. Fait que là, le producteur au contenu, il est là, puis je dis, là, qu'est-ce qui arrive, là, s'il faut que j'aille faire un numéro 2, je peux-tu rentrer en dedans, puis non,
Numéro 2, t'as pas le droit ni en dedans, sa terrasse non plus, ça n'a pas d'allure. Là, tu peux pas faire. Je dis, ouais, mais là, moi, s'il y a une immunité dans la boîte, je vais rester jusqu'à toute fin. Je sais que j'étais en danger cette semaine. J'étais persuadé que François était patron invisible. Je le savais après 0.4 secondes. Il sortit avec la fierté la plus flagrante dans son visage du confessionnal. Je dis, OK, c'est Frank le patron invisible. Fait que tu sais, quand j'étais sur la terrasse avec, j'étais comme, c'est lui le patron invisible, il veut me sortir. Fait que s'il y a une immunité dans la boîte, je vais tout faire jusqu'à la fin pour rester. Puis je le savais qu'il avait plus froid que moi. Mais là, à un moment donné, pas chier dans mes culottes, là, Chris. Fait que c'est ça. Quand tu sors de Big Brother, y a-tu des trucs qui sont installés dans ta vie que tu considères que c'est amélioré? Tu sais, de genre. Je te dirais que la coupure avec toi a fait du bien. Donc là, j'ai senti une amélioration. Puis là, je savais pas que tu allais être là aujourd'hui. Je fuck, ça recommence, toi. Mais non. C'est-à-dire, non. Mais dans quel sens spécifiquement? En fait, je me disais, est-ce que tu prends plus soin des gens que tes proches? Le fait que tu n'as pas ton téléphone cellulaire penden tout ce temps-là. Donc, tu parles à l'intérieur de la maison. Ouais, mais quand tu sors, y a-tu des trucs que tu fais? Est-ce que tu es métamorphosé? Ouais, un peu dans ce genre-là. Okay. Mais... dans ma saison, après 92 jours, quand je suis sorti, j'avais pas envie de retrouver mon sel parce que la coupure a vraiment fait du bien. J'étais comme, je trouve ces réseaux sociaux, les conversations humaines que j'ai eues ici, s'il y a quelque chose d'un petit peu plus tangible, d'un peu plus vrai, c'est un peu plus connecté sur du concret. Donc, j'ai vraiment, vraiment réduit de beaucoup mes présences sur les réseaux sociaux en sortant de là. Et là, cette fois-ci, je vais être un peu sur Instagram. Les autres sociaux, je les ai comme... Mais donc... C'est-à-dire que j'aime le concret. J'aime plus le concret qu'avant. Pour moi, les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'un petit peu plus vite. Je dis pas que je ne le suis pas. Là, je vais rester quand même présent. Mais moi, je suis quelqu'un qui habite tout seul. Là, je suis quand même content de revenir seul parce que... Sur ta terrasse. Tu as une maison. Tu ne vis pas sur un balcon. Je ne vis pas sur un balcon, mais j'aimerais bien que tu m'invites et qu'on passe une petite nuit au froid. Ben oui. Ensemble, en robe de chambre. En robe de chambre. Un rêve. Mais moi, ça aurait pris 5 minutes. J'aurais fait comme moi, celui-là, je vous le laisse. Mais aller me reposer. Mais pourtant, tu étais un battant. Si tu avais voulu l'immunité. Ça, j'aurais pas été capable. Moi, je t'imagine être là puis combattre pour chaque pouce. Ton orgueil est trop fort. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Là, tu le dis là. Mais... Non, t'es un fighter. Moi, je pense que tu aurais fighté. François Lambert te regarde dans les yeux puis il fait comme m'a resté plus longtemps. Puis là, t'as les deux qui regardent. T'es en train de me convaincre, Pascal. Lambert, ton popcorn. Saison 6. You had me à François Lambert. Est-ce que tu veux que... Quand est-ce que tu veux que je texte la production pour leur dire que c'est un go? J'ai déjà texté. Ça va être correct. Alors, on va réintégrer Sacha. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai jamais écouté cette émission-là. Tu peux la binge-watcher. T'as été spoilé de pas mal d'affaires, surtout Fredsky. Non, mais moi, je suis pas un grand fan de télé-réalité. C'est ma préférée. C'est peut-être parce que je connais des gens, notamment. C'est ça, on a des amis dedans. Ouais, c'est ça. Fait que, mais je trouve ça une expérience humaine intéressante. Un petit t-shirt me supporter quelque chose? Ah, c'est vrai. Hein? Tu sais, quand j'ai reçu une vidéo des proches, là, pour avoir gagné Otev, t'as pas pensé t'intégrer à la vidéo des proches pour faire un petit message? Ils m'ont pas demandé, je l'aurais fait avec grand plaisir. J'espère. Ça m'aurait fait. T'as ça des. C'est Véro, elle avait fait ça pour. C'est qui tes proches, mettons? Ben, il y avait Juliane Côté. Ouais. Ma soeur. OK, parfait. C'est bon. Moi, j'ai pas beaucoup de proches. Sarah. Sarah. On va reparler du sport, OK? On parle parce qu'il vient de sortir. Oui, je sais. Ça. Non, ça, je suis au courant. Il vient de sortir. Fait que là, c'est comme un sujet chaud. Ça fait 64 jours sans aucune info. J'avais commencé à écouter un peu quand Marc-Antoine l'avait fait. Oui, c'est vrai. Ça. Puis j'avais écouté... Marc-Antoine de quoi, puis dont tu es l'agent. Oui, exact. Il est venu me voir à l'hôtel, d'ailleurs, lui. Il est venu me voir à l'hôtel à ma sortie, là, avant que je puisse... Pendant que j'écoutais les épisodes. Très gentil. Comment il savait que tu étais là? Ben, parce que... Il y a des lignes qui ont sorti. Il était un peu... Il pistonnait, ce garçon-là. Fait qu'il savait... Puis, c'était comme un peu évident que j'allais me faire sortir cette semaine. Je sais, j'ai failli te texter vendredi. Pas t'as invité... Donc, excuse-moi, je vous ai coupé, mais... Mais c'est ça, mais je pense que c'est dur de comme... toutes les règles, les astuces, la stratégie. Faudrait que je m'y mette comme il faut une saison complète. Moi, j'appellerais Jean-Thomas pour avoir mon crash course. Mais tu sais, après 3-4 semaines de visionnement, tu comprendrais quand même un peu rapidement les rouages, les règlements. Puis à un moment donné, ben là, il y a plus de... Tu sais, il y a des twists. Cette année, il y a des twists qui m'ont tiré dans le pied, mais tu sais, ça aurait pu virer que les twists m'aident. Tu sais, c'est une portion chance là-dedans, là. Mais je pense que tu es un gars intelligent. Tu m'apparais intelligent, même quand tu me regardes avec des yeux de chevreuil. Oui, il est quand même relativement intelligent. Pascal, tu le regardais beaucoup. Toi, tu le suivais?
Pas beaucoup. Moi, je suis pas un gros fan de Big Brother. J'aime. Pas un gros fan. Je prends pas le temps d'écouter la télé. Ouais, c'est ça mon gros défaut. C'est quotidienne télé. Le Big Brother? Ouais, le Big Brother. Le Big Brother. En fait, moi, je suis très compétitif dans la vie. Là, fait que ça, j'aimerais le côté compétitif. Mais je me demande ma ténacité au niveau du temps. Tu sais, le fait de rester là 12 semaines, 13 semaines. C'est long. C'est long. Moi, ça fait partie du coefficient de difficulté, la monotonie et la longueur. Ouais. Parce que les compétitions, ça me va. Ça, j'embarque à fond. Mais c'est très peu de temps dans toute la semaine. C'est ce côté. Mais j'aime beaucoup cuisiner pour du monde. Fait que ça, j'aimerais ça, je pense, faire des macaronis au fromage aux ans, des petits... Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais allé faire son podcast, dont le titre est... Poolcast. Le Poolcast. Puis, cette journée-là, il y a quelque chose qui me faisait beaucoup rire parce que j'ai demandé à Pascal, qu'est-ce qui te plairait ces temps-ci? Puis il avait dit, j'aimerais ça aller au tricheur. Oui, ça aller au tricheur. C'était tellement absurde. Mais je trouvais ça drôle. J'étais comme, hein? Ah, je sais pas. J'aurais aimé ça un petit appel de mon agent pour dire que je t'ai invité au tricheur. Je pense que ma blonde puis moi, je pense qu'on est deux personnes du bottin UDA pour être allés au tricheur. Puis moi, en fait, j'étais avec vous autres. En fait, jamais allé au tricheur. C'est à cause de tes bifs. Il y a beaucoup de bifs qui traînent. C'est à cause de mes relations complexes. Là, je suis ici. Relations complexes. Ça va encore éloigner mes chances d'aller au tricheur vu que je suis ici. Non, on va le dire. Non. Hey, je voudrais juste dire, je veux aller au tricheur. Va au tricheur. Ben oui. Parce que tu pourras pas aller à Big Brother, fait que tu peux aller au tricheur parce que là, tu sors ton spectacle. Fait que là, il n'est pas question que ce soit Big Brother. Non, je peux pas. En fait, j'ai des dates. Serait parfait pour vendre des billets et tout ça. Non, mais il commence. Sa première est au mois d'octobre. Justement, vendre des billets. Le tricheur, il va Le tricheur, pas Big Brother. Le tricheur. Oui, exactement. Oui. Mais je sais pas à quel point ça, mais c'est vraiment plus pour l'avoir fait parce que toute l'idéal l'a fait. Puis moi, j'ai pas encore fait Big Brother. On est deux, Pascal. Pas Big Brother, mais on serait le fun qu'on y aille ensemble. Ben oui, mais ça, avec Véro. Avec Véro, juste nous trois. Nous trois. Il y a une quatrième personne là qui. Ben, je pourrais inviter ma blonde. On pourrait faire comme une site de couple. Ta blonde est allée, c'est sûr. Es-tu déjà allé, ma blonde? C'est pas son genre de truc qu'elle fait. Fait que je serais pas surpris qu'elle soit pas allée. Moi, je pense que Sacha y aille. Ça y aille et qu'il sache pas les règlements du tout. D'après moi, le tricheur, c'est pas le podcast de Sacha. Il faut qu'on revienne à Lane Hudson au plus Lane Hudson, c'est-tu un talent générationnel, oui ou non? Définitivement. Okay. Tu l'as-tu dans ton pool? Je l'ai pas dans mon pool. Je regrette de ne pas l'avoir dans mon pool. Je trouve que c'est un joueur incroyable. Je l'aurais... C'est facile à dire aujourd'hui, mais je l'aurais jamais pris dans mon pool une année 1. Non plus. Mais j'avais pas dit... Moi, j'avais dit 51 points dans notre affaire. Ouais. Hey, j'ai hâte de voir. T'avais-tu dit 51 points? Oui. Moi, j'avais dit comme 20 l'équipe, Anthony, Joël, on est-tu capable de... Puis tu peux nous le crier, Anthony. Combien de points on avait mis? Chacun. À Lane Hudson. Tu avais mis combien, tu penses? Non, jamais plus que toi. D'après moi, mais je pense que c'est ton gars qui est plus target d'abord parce que je pense que j'en avais mis moins que ton gars ou Chris Dupéré. C'est Dupéré. Oui, Chris Dupéré, tous les gars du Canadien, il a donné Cole Caulfield, on a dit 40 buts. Lane Hudson, 60 points. Christophe Dupéré est fâché contre moi présentement. C'est pas un gros beef. Un beef. Non, c'est un ami. Mais il est fâché parce que la semaine dernière, ici, sur cette chaise, j'ai dit qu'il fallait pas toucher à Mitch Marner parce que c'est pas le genre de joueur que le Canadien a besoin. C'est un jaune. J'adore Marner. C'est pas un jaune. C'est ça qu'il a dit. C'est ça la quote. Il est dans une mauvaise ambiance. Il est à Toronto. Non, c'est un joueur... il est soft, pareil. C'est le meilleur joueur des Leafs. Il est soft. C'est un joueur de périphérie. Je vais l'intellectualiser. C'est un joueur de périphérie qui n'aime pas jouer dans le trafic trop. Et je pense, moi, c'est pas un joueur qui me fait vibrer à 10 pas d'accord. Je suis d'accord avec Chris Dupéré. J'ai jamais dit qu'il n'y a pas de talent. Il y a une tonne de talent. Il y a énormément de talent. Mais le talent, puis gagner une Coupe Stanley, c'est pas nécessairement... Sam Bennett... Ouais, mais tu prends-tu Marner ou Caulfield, mettons? Si tu me dis Caulfield, là, je te pousse ta chaise. Ben là, c'est parce qu'il va y avoir une différence d'après 5 millions par année, par exemple. Non, je comprends, mais tu sais... Ouais, OK, toi, tu parles juste d'un point de vue... tu le touches pas d'un point de vue je veux dire, dans l'écosystème... Mettons que l'équipe qu'on a présentement, notre joueur de centre, pas super physique, mais talentueux, on l'a, là, c'est Nick Suzuki. Après, le deuxième centre qu'on va aller chercher, c'est pas un autre Nick Suzuki, c'est pas un Mitch Marner qu'on a besoin. OK, dans ce sens-là, pour les Canadiens, mais dans le sens que, dépendamment de la composition de ton équipe, ça peut être un joueur ultra important à voir. C'est un feeder, il y a un sens du jeu incroyable. Il faut que ce soit quelque chose de complémentaire. Mais si on ajoutait un Marner à l'équipe des Canadiens présentement,
Je fais comme, non, c'est pas ça qu'on a besoin, là. Ouais, ça, je suis d'accord, par contre. Mais je pense pas qu'un Patrick Kane aurait gagné 3 Coupes Stanley si Jonathan Toews n'était pas là, tu sais. Mais j'ai l'impression que, tu sais, Patrick Kane, pour moi aussi, c'est un peu un joueur qui passe bien la rondelle, il score, mais j'ai l'impression que Mitch Marner peut être ce genre de joueur-là. Si tu veux décortiquer les Leafs, là, est-ce que Matthews il est moins soft que Marner? Pour moi, c'est toute la même catégorie de style de joueur. Ah, OK. Nylander, Matthews. Mais Nylander, c'est un peu moins pire, là, mais Matthews, je veux dire, moi, il m'impressionne pas pantoute. Sauf que Matthews, je trouve que c'est un bon joueur de centre défensif. Défensif. Sur 200 pieds, il est étonnant. Il est meilleur que Nick Suzuki là, sur 200 pieds, là, Matthews. C'est quand même... Il y a du cœur. Il y a des crampes au cerveau, pareil. Il y a des crampes au cerveau, mais il y a du cœur pour revenir à sa zone, dans sa zone. Marner, sur le bord de la bande, il a peur. Il a peur. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il a peur. Puis ça, moi, ça m'énerve. Ça, c'est dans mon tempérament. C'est sûr qu'un match numéro 7, je ne m'attends pas à ce que Marner shine, tu sais. Ben, là, les gens vont nous écouter, ils vont dire « Ouais, qui a fait la passe à McDavid aux Four Nations? » Puis qui a échappé son couverture sur McDavid aux Four Nations? Matthews. Oui, puis il était où? Il était dans le coin, sur le bord de la bande, tout seul, en périphérie. Parce que quand c'est celui qui était dans le slot, c'est pas ton joueur principal clé autour de qui tu bâtis. Mais c'est pas Matthews qui a manqué sa couverture sur Marner. C'était le défenseur. C'était pas Fox? Non, ça a été. Ils l'ont défaite sur TSN, là, mais c'est quand McCarr est allé dans le coin, c'est là que ça a manqué la couverture. Puis là, Matthews se retrouve à être comme prendre 2, puis il fait comme ben je vais y aller, mais là. Mais McDavid, c'était pas Matthews qui l'avait, là. Ouais. Mais si Marner, c'est le deuxième meilleur attaquant de ton club, t'es en business quand même. Là. Deuxième meilleur attaquant. C'est peut-être pas ta locomotive, mais c'est un solide sidekick. Là, il va coûter quoi, 11 millions par année? En fait, Rantanen a coûté combien? Moi, je parlais pas pour les Canadiens. C'est peut-être là que... Marner ne coûtera pas en bas de Rantanen. Puis surtout dans le marché qui va jouer, avec le cap qui va monter, avec le marché au complet disponible. Rantanen, c'est un peu peinturé dans un coin, là, toute cette saga-là. Mais Marner au marché, avec Toronto en plus qui veut le garder, que Toronto a essayé de voir s'il lèverait sa clause s'il allait lever sa clause de non-échange pour aller à Caroline pour Rantanen. Il a dit non. Moi, je pense qu'il va aller chercher plus autour de 13. Puis surtout que c'est le meilleur pour les Canadiens, c'est pas un bon fit, par contre. Est-ce que tu vas défaire un peu ta structure salariale ou est-ce que tu as tenu comme Slavkovski, Suzuki et Caulfield? À un moment donné, ça va se casser, parce que c'est un certain pourcentage de la masse salariale. Quand ils ont signé leur contrat, Suzuki et Caulfield, c'est un certain pourcentage du cap. Je comprends tout ça. Quand le cap va monter... Mais tu rentres-tu vraiment tes Ken Hughes, là, ton chum Ken? Ouais. Et est-ce que tu le rentres à 12-13 millions? Non. Là, à 5 millions, à 12, 4-5 millions en haut des autres? Non. Tu as besoin d'un deuxième centre. Ça va rentrer dans ta masse salariale. Mais je sais pas qui, par exemple. Parce que même, je dis Sam Bennett, là, je parle d'un type de joueur que j'aime, mais Sam Bennett, présentement, suivant Four Nations et tout, va aller chercher beaucoup de turns, beaucoup d'années, et là, ça va devenir un fardeau pour une équipe. Mais il faut trouver ce gars-là il y a 4 ans. Mais il y a une rumeur qui circule que Barzal serait sur le marché. Ouais. Puis là, tu dis, est-ce que ça ressemble à Suzuki un peu? Ouais, mais pour deuxième centre. Tu sais, comme pour compléter. Ça dépend de quoi les attentes. Tu vas pas aller chercher un Marner comme deuxième. Je l'aime plus que Marner, ben, dans le sens. Marner plus talentueux, là. Mais Barzal, veut dire. C'est des joueurs qui se ressemblent. C'est des joueurs qui se ressemblent. C'est un centre et un ailier, mais c'est deux playmakers. Là, mais vous pensez quoi de Zegras? Oui, c'est ça. C'est pas des bonhommes physiques. Parce que Zegras n'arrête pas de revenir dans les rumeurs. Zegras, je suis pas un fan. Moi, je suis pas un fan non plus, mais on dirait que ça... Non, mais si Demidov, il est promu au centre à Montréal, ça peut être ça. Mais c'est un joueur, il joue à l'aile. Oui, je le sais, mais quand je suis parti, tout le monde était comme ça. Ben, je dis pas que c'est juste ça, ici que j'entendais ça. Tout le monde était comme... Ah non, mais l'intention, c'est que Demidov devienne un joueur de centre. Je pense qu'il faut acheter un centre pour 2 saisons, le temps que Michael Age arrive, mais une fois deuxième centre fiable pour 2 saisons. Pascal, non. Non, mais une fois... Là, tu lis trop Mathias Brunet. J'ai pas lu Mathias Brunet. S'il y a bien quelqu'un que je lis pas, c'est Mathias Brunet. S'il y a bien quelqu'un... Non, mais Michael Age. Là, on se peut plus sur Michael Age. Ah, mais c'est un bon... Attends, le gars, il a joué une saison dans NCAA. C'est un bon prospect. Comment il joue bien la game de hockey. T'as regardé combien de games de Michael Age? 0. C'est ce que j'ai lu de Mathias Brunet. Et c'est ce que Mathias Brunet m'a dit de vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pourquoi? Mais Michael Age, moi, je trouve que c'est un bon prospect. Plusieurs équipes l'avaient dans son top 10, puis il est descendu 21. Fait que, tu sais, au dernier repêchage, c'est un peu... Je veux pas te donner dans ton caca. Oui, tu peux le caca que j'ai failli faire sur la terrasse de Big Brother, mais c'est le mien. C'est que si
tu dis, tu trouves que c'est un bon prospect, mais tu l'as vu jouer 0 minutes, il y a quelque chose de oui, bizarre. Mais j'ai pas le choix de me fier à ce que j'ai lu sur lui, tu sais, dans un certain sens. Oui, je comprends. Mais sauf que... Puis ce que j'aime aussi comme fantasme de mon équipe dans le futur, que je fais comme, hey, j'aimerais que ça soit vrai, puis c'est pour ça que je fais... Faut attendre que ce joueur-là se développe pour voir de quoi il a l'air dans 2-3 ans. Là, ton équation, je la file bien, là. Oui, je comprends. Ça. Mais comme on l'a pas vu jouer, il a joué une saison, puis là, on est comme, ouais, fait que c'est ça. Fait que Demidov s'en vient, puis Michael H va être ça, là. C'était pas mon temps. C'était pas mon temps. On peut, calmons-nous. Ça, faut que tu t'habitues à ça. Là. Le ton, il change. Mais c'est dans le fantasme. Moi, je suis un rêveur. On nous vend que ça. Ben oui, dans 2 ans. Dans 2 ans, dans 3 ans, ça va être là. C'est que je suis tanné. Mais après ça va être Fowler. Quand Fowler va arriver, là, on s'en va à quoi? Fowler va être écœurant. Et il va être bon. T'as regardé le même nombre de matchs? Le même nombre de matchs que Michael H. Non, mais ça va être une transaction. Ceci dit, l'échantillonnage est plus grand pour Fowler dans la NCAA que H. Mais si les recruteurs qui l'ont vu ont aussi, eux, espoir que ce soit un excellent joueur, tu sais, si on... Puis pas juste les recruteurs du Canadien, d'autres recruteurs de la National Hockey font Michael H. Puis Jacob Fowler, c'est vraiment des très bons prospects. Quand tu regardes le top 50 des meilleurs prospects hors NHL, Jacob Fowler est là. Oui, mais à chaque année, combien de gars, mettons, qui vont aux World Juniors, qui font vraiment une belle carrière dans la Ligue nationale? Il y a des gars... C'est pas tout le monde, mais c'est pas comme s'ils étaient... C'est comme s'ils étaient pas... Ils sont pas à l'extérieur de cette évaluation-là des spécialistes, puis c'est des joueurs de 18-19 ans, tu sais. Pascal, inquiète-toi pas. S'il dit que Michael H est pas bon, je te garantis qu'il va être bon. Parce qu'il a dit que Suzuki était pas un premier centre, il est rendu premier centre. Lane Hutton, c'est un gadget player, il est rendu plus que ça. J'ai jamais dit. Si Louis aime pas un joueur, j'ai dit Michael H est pas bon. Non, tu m'as dit... Ta réaction voulait tout dire. C'est ça, il a soulevé Michael H, t'es comme... Il dit juste d'être patient. Arrêtez de faire comme... OK, fait que là, lui, il rentre dans cette case-là, puis il va être là pendant 5-6 ans. Je suis un peu d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi. Ça, je suis d'accord. Moi, je pense qu'un bon fan du Canadien, c'est un gars qui va cheerer naïvement vers l'avenir. Là-dessus... Ça, c'est ce que je suis. Moi, je suis comme... Hey... Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Cheerer naïvement, on est bon. Mais parce que c'est un petit peu ça. Là. C'est comme, OK, Owen Beck, c'est à 3, Michael H, à 2, Suzuki, on est parti. Sans oublier Florian Jacquet aussi. Là, Florian Jacquet, c'est à 4. Ceci dit, je suis allé voir jouer le Rocket de Laval. Il est fun. Florian Jacquet va jouer pour les Canadiens. Ouais? Oui. Quand on rôle le 4e trio, genre? 4e trio. Mais ça, un vrai gars de 4e trio. Une affaire que j'étais content de voir à ma sortie, c'était que la dernière fois que je suis venu ici, je pense qu'il y avait Snake Boisvert qui était ici. Oui. Et je me rappelle que j'avais beaucoup défendu Jake Evans. En tout cas, de toute façon, j'ai toujours défendu Jake Evans quand le monde disait qu'il ne faut pas leur signer. Mm-hmm. Puis j'étais comme, pour vrai, ce serait ridicule de ne pas leur signer. Il est travaillant, il est productif, il ne te met pas dans la chenoute, puis il ne coûtera pas si cher. Même que j'ai pas compris son contrat. Ben non, il est quasiment sous-payé. Moi, j'ai entendu l'histoire qui s'est passée. Il avait fait ses valises. Il pensait partir. Il a appelé son agent. Il a fait combien qu'il nous offre. Il a fait OK, on prend ça, je veux rester ici. Ouais, c'est ça. Puis là, son agent a fait ouais, mais tu pourras avoir plus. Puis il a fait je veux jouer ici. Puis Montréal devient de plus en plus une destination attrayante pour les joueurs parce que l'équipe est intéressante, la culture du hockey est intéressante. Il a écouté les compteurs. T'as écouté les compteurs BPM, J'ai pas écouté les compteurs. J'ai pas écouté les compteurs. C'est exactement ça qu'on a dit aux compteurs. J'ai zéro écouté ça. La voix du fan! Non! Avec Pascal Cameron! Non. Je pense pas que c'est devenu une destination. Oui, c'est rendu une destination de choix. Sinon, pourquoi nos joueurs signent 8 ans à 7 millions par année quand Caulfield peut faire... Mais Ken Hughes, c'est un bon négociateur pour vrai. Oui, mais sérieux, il y a aussi une ambiance de hockey. On regarde les joueurs sur le banc. J'ai l'impression qu'ils sont contents quand ils scorent des buts. Puis je regarde à Toronto, Marner score un but, il ignore Matthews. Il y a comme une ambiance dans cette équipe-là qui fait en sorte que les joueurs ont le goût de jouer ensemble. Ils ont le goût de se tenir ensemble. Puis c'est ça qui fait une destination de choix à Montréal. On n'aura jamais l'impôt de Dallas. On pourra jamais ça. Mais ce qu'on va offrir aux joueurs, c'est on est des chums, on a du fun, on va à la guerre ensemble. On est trop fiers, les boys. Je vais juste finir mon point. Moi, quand je jouais au hockey, quand j'étais jeune, ce que j'aimais, c'était rentrer dans la chambre avec mes chums. On mettait nos patins, on allait jouer ensemble. Je me faisais taper à la gueule, je sais que quelqu'un me défendait. Puis j'ai l'impression qu'ils ont recréé cette ambiance-là de jeunes qui jouent au hockey. T'as moins retrouvé ça en humour, hein? Pour vrai, là en ce moment, j'ai honte quand je rentre des loges parce que le monde se tourne, mais je vais le retrouver un jour. Moi, c'était mon dernier qui m'aimait encore. Mais c'est juste que quand tu as des négociations comme ça, il n'y a pas juste l'argent comme critère pour les joueurs. Il y en a qui va me chercher le meilleur contrat possible.
Mais moi, je trouve que le Canadien est arrivé en disant si on ne signe pas Evans, on a-tu de l'alternative? Probablement qu'ils se disent on a Beck, on a des gars qui peuvent monter, on va peut-être aller chercher quelqu'un sur le marché comme pour pas cher. Mais on aime Evans, mais ils mettent leur prix. Pour Evans, peut-être que le million ou le 1,5 million de plus par année pour lui, c'était pas la priorité. Mais il n'y a rien de mal avec ça. Mais justement, son point, moi, c'est de la musique à mes oreilles, ça, parce que je suis d'accord. Ça veut dire clairement, il y a quelque chose de bien qui se bâtit à Montréal, qu'il y a une culture que les gars veulent rester puis sont prêts à commettre long terme. Parce que... Sacha, mais t'es un agent. T'es un agent dans la vie. Oui, un agent, c'est pour le bien de ses clients. C'est quoi? Tu crois ça, là, présentement, là, que cette affaire-là, que, là, maintenant, là, Montréal devient une destination, là, avec une équipe qui est pas encore rendue, qui est 8e, avec un taux d'imposition qui est vraiment ridicule, avec une météo de cul. Tu penses vraiment, là, que... Et là, moi, je vis ici, là, fait que je peux bien comprendre. Moi, je voudrais jouer pour les Canadiens, mais je suis, mettons, là, moi, je suis Mikko Rantanen. Ouais. J'ai le choix entre Floride, Tampa, Dallas, Montréal. Ouais, Montréal, c'est un vrai marché de hockey. Ouais. Mais tu passes plus de temps pas à jouer au hockey. La première étape pour donner une destination, c'est qu'il faut que les joueurs que tu repêches ou que tu as dans l'organisation veulent rester. Ouais. Avant de pouvoir dire, je vais attirer un agent libre de l'externe, es-tu capable de garder les gens qui n'ont pas eu le choix de jouer pour toi? Parce que c'est ça pareil. Caulfield, il n'a pas eu le choix de jouer pour le Canadien. Suzuki, ils ont pas choisi. Pour du terme. Fait qu'à partir du moment que ces gars-là décident que je peux décider d'attendre puis de partir, mais je décide de rester, la première étape. Et ça, je trouve qu'à Montréal, on l'a pas toujours eu aussi clair. Puis Evans, à Montréal, on dit quand un gars va pour l'argent, il veut juste l'argent. Là, Evans signe à rabais. Puis c'est vrai que c'est à rabais. C'est vrai que sur le marché, il aurait fort probablement touché un 3,54. Juste avec l'augmentation du cap, 100%. il aurait été chercher un plus gros pourcentage. Ouais. C'est comme, là, il signe à rabais. Mais ça envoie le bon message. Tu sais, Josh Anderson, ce qu'on a vu hier au Centre Bell, ça envoie le bon message. Comme Gallagher... C'est de l'émotion, ça. Mais c'est ça que les joueurs veulent de l'émotion. Oui, mais il y en a des gars que ça va compter, ça. Puis d'autres, quand ça comptera pas. Puis ceux que ça comptera pas vont pas venir à Montréal. Mais il y en a que ça va attirer davantage. T'es humoriste, là, tu sais. Fais un show là, devant 2000 personnes, fade et dégueulasse, mais va faire un show à 150 personnes, mais crissement le fun. Tu vas vraiment plus apprécier ta soirée dans le 150 personnes que même si tu as fait plus de cash dans le 2000, tu sais. Mais tu peux pas faire juste de la merde toute ta vie juste parce que tu as 2000 personnes, mais si tu fais juste des shows à 150 personnes tout le temps, crissement le fun. Non, mais moi, je vais faire ça. Mais je vais prendre ton exemple. Tu joues quand même la moitié de tes parties de toute façon à l'étranger. Oui, mais ça compte la maison, là. Oui, Montréal, c'est le fun, mais il y a d'autres places, c'est le fun. Tu as vu un match à Vegas? Ben non. C'est assez le fun. C'est sûr que c'est le fun. À Tampa Bay, c'est plutôt agréable. Oui, on va dire qu'ils ne veulent pas, ces deux équipes-là. Attends, OK. Mais moi, je pense que... New York, le Rangers, ça doit être le fun. Si tu fais un sondage sur tous les joueurs de la Ligue nationale, mettons, vous pourriez choisir l'équipe pour laquelle vous jouez, ou etc., en fonction de tous les paramètres, la météo, les taxes. Je suis sûr que Montréal est genre 12 sur 30. Oui. Genre. Oui. Mais tu sais, donc ça veut pas dire si attrayant. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça a l'air cool, la vibe, le club est le fun. Les joueurs russes, là. Ils vont avoir 6 défaites de suite, ça va faire OK, ben l'attrait est disparu soudainement. Tu sais, il me semble que. Tu sais, ça va toujours être des. Il n'y a pas si longtemps, on avait encore le meilleur aréna de la Ligue, mais on devait surpayer les joueurs pour venir jouer. Mais prends Cole Caulfield, un joueur américain qui était en ascension. Il n'y a pas d'attache à Montréal, à part s'être fait repêcher. Il signe un contrat long terme qui respecte la structure salariale de Suzuki. Tu vas me dire, pourquoi tu le fais? Mais ça, c'est différent parce qu'il il a signé tellement jeune. Il a signé jeune, puis il a été choisi par l'organisation. Il y a ça, le truc. Un attachement, mais un joueur autonome, je suis pas mal certain que quand il va avoir 28 ans, ça va être une autre discussion. Peut-être, mais des joueurs autonomes, il y a quand même des avantages fiscaux au Canada. Il y en a pour les Américains surtout. C'est pas juste tu payes l'impôt de 53%. Là. Non, tu passes pas quand même. Mais le spotlight puis les médias qui sont obsédés par le Canadien, ça turn off. Je suis convaincu, une troll les joueurs. Même les Québécois l'ont nommé. Puis c'est sûr que. C'est sûr. À l'opposé, il y en a que ça drive. Mais je pense que ça, c'est peut-être 25% des joueurs qui sont drivés par le spotlight. Je crois pas que Gallagher aurait la même carrière ailleurs, même. Je pense que c'est un gars qui... Subban, il a toujours nommé qu'il adorait ça jouer à Montréal parce qu'il y avait le spotlight puis il aimait ça. Ouais. Mais il y en a des joueurs...
un peu plus effacés. Le beau-frère s'est éteint ailleurs un peu. Il aimait ça, lui, les 14 micros d'en face. Tu sais. Ouais. Il y a une belle tête. Là, tu sais. Ça te rappelait comme... OK, en tout cas, il faut que tu restes vraiment focus. J'ai les résultats de pointage. Oui. Ah, vous avez amélioré ça depuis. Il y a comme un réalisateur la régie nous parle. Tout le monde en parle ici. Vas-y, Anthony, donc pour Hudson. Hudson, on a Sacha qui avait dit 29 points. 29 points, Sacha. Ouais. Louis, toi, tu avais dit 35 points. Ah, c'est pas mal. Et Jean-Thomas, tu as dit 48 points. 48, Jean-Thomas. Christophe avait dit combien? 50. OK. Et Justin? Justin avait dit 32 et JP 40. Moi, je vais dire 60. OK, donc c'est Christophe Dupéré avec 50 points qui va gagner. Mais il est au-dessus. Cet épisode-là, Christophe, il était juste... Tout le coup, les joueurs canadiens étaient... Tu sais, la naïveté que tu parlais, là. Moi, je l'étais aussi, le 40 buts linés. J'étais comme... Mais il est sur un pace de 40 buts. Caulfield est sur un pace de quoi en ce moment? J'ai comme pas tant checké. Un petit peu. On dirait qu'il va finir à 39 comme Pacioretty. 38-39. Okay. Ouais. Parce qu'il est à 31 puis il reste 15 games à peu près. Ouais, 15. Ouais, possible. Mais il peut faire un match de 2 buts, là. Ou bien comme Ovi, allait le mettre faire des filets déserts. Un hat-trick. Ouais. Ovi qui va battre Wayne. Moi, en début d'année, j'avais dit il fera pas 20 buts cette année. Ça a pris 12 matchs, j'ai fait je ferme ma gueule. C'est facile à dire là, mais mettons, il y a 3-4 ans, je fais comme non. Il va casser, là, il est vieillissant. Surtout quand tu vois ses photos d'off-season où il est parti sur une... Il est gras. Il est incroyable. Mais je pense que Washington a 5 joueurs cette année qui ont 30 buts, là. Ils n'ont pas de sens. Ils sont autour de 30 buts. Pas de Jack Adams. Ils sont vraiment bien coachés. Jack Adams s'en va à Washington. Je me souviens même pas de son nom. Il a l'air du méchant dans le film de Spider-Man. Carberry. Stephen Carberry. Mais ils sont vraiment bien coachés. Dans ton show, tu parles du sport? Non, pas en tout, en fait. Non? Un petit bout sur le hockey, en fait, sur les capacités d'apprentissage des joueurs, mais c'est tout. C'est vraiment le seul bout que j'ai, en fait. Mais je parle pas tant de sport dans mon spectacle. C'est vraiment du stand-up à l'américaine, straight. Fait que c'est du sujet avec un autre, avec un meilleur. Très hâte de voir. On va aller le voir. J'aimerais dire, puisque je suis en tournée à ce moment, je la reprends le 17 avril, ma tournée. Oui. Moi, j'ai une joke sur Mitch Marner. T'as une joke sur Mitch Marner dans ton show? Elle est quand même longue. C'est 1 minute 30. Fait que je ne ferai pas ici. C'est une joke normale pour toi, ça? Oui, c'est sûr que moi, mes prémices sont un peu longuettes. Là. Mais. Hey, on a hâte. Allez voir le gag de Mitch Marner dans le show. J'en ai même une sur un autre joueur que je ne dirais pas. Fait que j'ai deux jokes sur les joueurs. Je pense que c'est Jeremy Roenick. Moi, je vois aucune référence. Sacha, oui. Avant qu'on se quitte, je veux que tu me parles de NFL un petit peu. Oui. Les signatures marquantes. Jean-Thomas, si tu dois quitter. Je vais rester dans 5 minutes. Je vais entendre s'humilier puis je vais partir après. Okay. Fais un peu comme il a fait durant ton segment. Ouais, The Big Brother. Juste comme fixe-le dans le vide. J'adore le foot. Je porte attention. Oui, je pensais à autre chose. Non, mais j'adore le football, ceci dit. Moi, je suis un fan des Giants. Les Giants ont-tu fait des trucs le fun? Parce que les Giants, c'est mon équipe et c'est un désastre. Les Giants. Tous les joueurs des Giants ont gagné des championnats en allant de là. Les Giants voulaient Aaron Rodgers. Ben, ça se peut encore qu'il l'ait. Les Vikings aujourd'hui ont annoncé qu'ils n'allaient pas le signer. Il y avait des rumeurs qui envoyaient Rodgers aux Vikings. Ils ont dit non. Ils vont regarder avec JJ. Il est encore bon, Aaron Rodgers, ou on sait qu'on le signe, il n'y a pas de championnat qui va y amène plus de mal que de bien. Mais les Giants ont tellement besoin d'un carrière, c'est épouvantable. Fait est-ce qu'ils vont aller pour ou est-ce qu'ils vont attendre de voir si... Mais est-ce que Daniel Jones a été pas pire avec les Vikings ou il a juste pas joué? Il n'a pas joué. Okay. Mais là, il est allé au Colts, Daniel Jones. OK, mais moi, Daniel Jones, je crois encore à ce corps-là. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de ligne à l'attaque puis que c'est un bon corps arrière, mobile. C'est juste qu'il prend des mauvaises décisions dans des moments clés, mais ça se corrige. C'est quand même important pour un corps arrière. Oui, mais ça se corrige. Il n'est pas un vieillard. Non, ça se corrige pas. Ben oui, ça se corrige. Non, ça se corrige très peu. Tu sais, Brett Favre a quand même été longtemps un corps arrière. Il a quand même gagné un Super Bowl avec des grosses stats, mais il prenait des décisions ridicules dans des moments clés. Oui, sauf que s'il prenait une décision ridicule après avoir lancé 400 verges dans sa game. Je comprends ton point. Bon, merci. Mais les Giants ont signé Javon Holland, safety, qui est bon, des Dolphins. Okay. Mais ça reste que tout ça ne sert à rien s'ils n'ont pas de carrière. Tu sais, les Giants... Mais les Steelers, ils vont gagner le derby. Excuse-moi. Non, mais ils n'ont pas un prospect QB qui peuvent drafter qui va les aider déjà ou... Ben, ça se peut moi, les rumeurs envoient potentiellement le fils à Deion Sanders là. Ouais, okay. Mais sauf que carrière, puis je sais que c'est quelque chose que tu as défendu maintes fois, Sacha, mais où je comprends là, que les joueurs de football universitaire sont plus vieux en âge, en développement physique, puis en capacité, donc ils peuvent jouer rapidement dans la NFL. Mais carrière, c'est rare que une première année, un gars qui sort universitaire, tu sais, on l'a vu avec Trevor Lawrence, puis tout, ils ont besoin d'un an ou deux
à prendre un peu le tempo NFL par rapport à un receveur éloigné ou un running back, tu sais. À part celui des Texans qui a explosé tout de suite. Là. Ouais, mais regarde cette année avec aucune ligne offensive. Il y a eu une deuxième année très difficile, c'est CJ Stroud. Ouais. Tu sais, malgré que le fait que le jeu de course était nettement amélioré avec Mixon, Stroud, au niveau personnel, a été difficile parce que la ligne offensive n'est pas là. Je pense que c'est ça beaucoup l'erreur que les équipes font. Regarde Caleb Williams. Tu sais, tu dis, comment ça se fait que Caleb Williams, premier choix cette année, saison moyenne, mais ligne offensive extrêmement difficile, versus Jaden Daniels, deuxième choix, à Washington, tu sais, une grosse saison. Recrue de l'année, puis potentiellement joueur offensif. Tu sais, l'année, il était en conversation, mais la ligne offensive, quand tu es capable de protéger ton carrière, donne-y le temps. Tu veux qu'ils apprennent toute la nouveau. Tu sais, la game est plus vite, les gars sont meilleurs, puis en plus, il faut que tu lui donnes moins de temps de lancer parce que ta ligne offensive est poreuse. Fait que les Bears ont fait beaucoup de ça, là. Ils ont été signés le centre d'Allman. Mais Caleb Williams aurait peut-être bénéficié d'une année à prendre certains Certainement, c'est avec cette ligne offensive-là, oui. Moi, je suis un grand partisan, que tu sois le premier choix au repêchage ou peu importe où, je suis un grand partisan de pas jouer ta première année comme carrière. Je pense que l'histoire nous a montré que les équipes qui font ça, Rodgers avec les Packers, 3 ans, Pat Mahomes à 1 an, Brady même a été derrière Bledsoe. Ouais. Je veux dire, il y a des exemples. Mais Manning, sa première année, il a joué tout de suite, mais il a été pitoyable. Il a lancé combien d'interceptions Manning à sa première année? Ouais, fait que, Rivers, il était derrière Breeze. Ouais. T'as des exemples qui ont montré ça. Rivers c'est pas ton meilleur exemple, parce que Rivers a été mauvais. Il est excellent. Excellent. Non, c'est parce que c'est son équipe. Oui. Mais les Chargers. Tu sais, le Super Bowl cette année, j'ai l'impression que les Chiefs ont mal paru parce que la ligne offensive des Chiefs n'a pas fait la job contre la ligne défensive des Eagles. Ils se sont fait manger tout le match, puis Patrick Mahomes n'avait pas une seconde. Ouais. J'ai l'impression que c'est... D'où beaucoup de gens pensaient que Trey Smith allait aller au marché, puis ont décidé de le franchise. Ils ont échangé Joe Thuney. Pour libérer de la masse salariale, pour garder un Trey Smith. Il finit, Thuney, non? Non, c'est encore bon. Ouais. Oui. Il était pas mauvais l'année passée, il était bon. Sauf qu'ils l'ont mis à bloqueur. Ouais. Ils l'ont envoyé parce qu'il était mal pris à bloqueur, fait qu'ils l'ont envoyé. Mais il n'est pas bloqueur, le garde. Je sais que les Eagles ont battu les Chiefs, mais c'était qui les deux autres demi-finalistes? C'était les Redskins? Les Commanders. Les Commanders, pardon. Puis les Texans? Les Bills? Les Bills. Les Bills ont encore perdu contre les Chiefs. Les Bills ont tellement tanné. Là, il y a des questions, il y a des rumeurs comme quoi... si j'oublie son maudit nom. Diggs. Stéphane Diggs reviendrait dans l'entourage des Bills. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Vrai, pas vrai, ça va prendre tout un meeting pour asseoir les deux gars ensemble. Mais ils n'ont pas encore, on dirait, leur gros receveur éloigné. Je me suis dit, allez chercher DK Metcalf. Metcalf est allé à Pittsburgh, mais il ne sait pas qui va être son corps arrière. C'est un échange, par contre. Oui, il s'est fait échanger. Oui, mais il a dû avoir... les gars ont-tu des no-trade? C'est rare. Je pense pas qu'il y en avait un dans son contrat. Non? OK. Non. Il n'y a pas beaucoup de no-trade. Dans la NFL, c'est assez plus rare. C'est beaucoup plus rare que parce que les équipes veulent pas les accorder ou parce que les agents ont de la misère à négocier ça? Qu'est-ce qui explique ça? C'est une bonne question. Le pouvoir est tellement dans les mains des propriétaires. C'est beaucoup dans les mains des propriétaires. Laurent, quand on avait restructuré son contrat, il y avait eu un no-trade parce qu'il avait restructuré le contrat au complet. Fait qu'on avait, en contrepartie, demandé un no-trade. Il l'avait accordé. Puis, c'est assez rare dans la NFL. Là. Je pense que c'était un de quelques joueurs qui l'avait. Puis, mettons que les joueurs qui ont les étampes franchise, est-ce que les autres, ça vient avec un no-trade automatiquement ou pas nécessairement? Bonne question. Est-ce que tu peux échanger dans ce podcast-là pour nourrir des questions pertinentes? Mais à partir du moment que tu te fais franchise, tu signes un contrat d'1 an garanti à 100%. Fait que tu peux échanger un joueur dans le contexte de... comme ça n'exclut pas que le joueur se fait transiger. Ouais. Mais disons que tu gardes les droits pour ensuite décider. C'est que le problème avec le franchise, c'est que sur la masse arrière de l'équipe, ça coûte excessivement cher parce que c'est le montant complet qui est appliqué sur la masse. Ouais, je comprends. Quand tu signes un contrat plus longue durée, tu es capable d'amortir certains coûts, fait que ta première année devient beaucoup moins coûteuse. C'est moi qui se trompe en regardant la NFL, mais qu'on dirait qu'il y a deux sections vraiment de joueurs. Tu as comme les joueurs vedettes élites qui ont des salaires faramineux, garantis à genre comme 90%. Après ça, tu as une autre tranche de joueurs qui est comme, hey, vous êtes des joueurs. Ouais. Puis c'est un peu de la viande, c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose de très, très dégradant comme structure. Ouais, comme c'est vraiment l'élite. L'élite va aller chercher des gros. Tu sais, comme. Il n'y a pas de classe moyenne de joueurs de football. Non, parce que la classe moyenne va être remplacée par les recrues. Fait que, tu sais, c'est souvent, t'en as, mais c'est que ça va être des contrats avec moins de garantie.
qui amène plus de potentiel pour être remplacé au camp avec des joueurs. Fait que, tu sais, on dit hors honte, mais pour analyser ton équipe préférée de NFL, mettons, ils ont-tu connu une bonne période d'agent libre? Il faut vraiment l'analyser après le repêchage. Parce que la période d'agent libre, c'est une chose, mais au repêchage dans la NFL, tu peux avoir des partants dans les 4 premières rondes faciles. Ouais. Quand tu repêches un gars en 3e ronde, c'est un partant. Tu sais, quand Geno Smith a été échangé aux Raiders, ben, les Seahawks ont reçu un choix de 3e ronde. Puis après ça, ils sont allés signer Sam Darnold pour potentiellement 10 millions moins cher par année. En se disant, dans notre système, il va faire le même travail. Puis en plus, on échange un joueur partant tout de suite avec un 3e ronde. Puis on sauve l'argent sans masse. À voir si ça va marcher. Mais excuse-moi, je vais tout manquer ça, évidemment. Mais donc, Darnold, pourtant, il avait eu un bon début de saison avec les Vikings. Ça a bien été. Ils l'ont pas signé. Donc. Non. Ils n'ont pas voulu le payer. Trop cher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils voulaient payer. Puis en fin de saison, ça allait moins bien. Ben, mais les 2 derniers matchs. S'il laisse aller Daniel Jones, puis que Rodgers n'est pas intéressé, ils n'auront pas de corps JJ. Non, ils ont repêché JJ McCarthy en première ronde l'année passée. Oui, ils l'ont leur prospect. Tu sais, ta fenêtre de gagner, c'est quand tu as un carrière recru qui est bon, comme Washington, là, ça va être le fun à surveiller. Là. Parce que là, ils se disent, mon Dieu, on a un carrière vraiment bon pour encore minimum 2 à 3 ans sur ce contrat de recrue-là. Ouais. Tu sais, peut-être 4 si tu inclus le player. Fait que là, ils ont l'argent pour aller l'aider. Mais c'est ça. Là, tu te dis comment je peux aller l'aider, comment on peut aller chercher pendant cette fenêtre-là. Qui s'est le plus amélioré? Moi, je trouve que les Rams ont vraiment bien fait ça. Parce que? Ben, Cooper Kupp commence à être blessé pas mal. Ouais. Ils sont allés chercher Davante Adams. Ouais. Et Davante Adams, je pense ça fait 2 ans qu'il joue Raiders, Jets. C'est tough. Ouais. Il se plaint beaucoup. Mais normal, là, parce qu'il ne reçoit pas les organisations, c'est pas évident. Puis là, tu vas avec Sean McVay à Los Angeles. Fait que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là. De loin, pour moi, l'équipe qui s'est améliorée le plus pour leurs besoins, c'était Chicago. Il y avait un problème à la ligne à l'attaque. Ils sont allés chercher Jonah Jackson des Rams. Justement, les Rams ont libéré la masse salariale là pour aller signer, entre autres, Davante Adams. Ils ont signé Dolman, le centre des Falcons, puis ils ont été chercher Joe Thuney en transaction. Fait que si après ça, ils vont repêcher un bloqueur, ce qu'on pense qu'ils vont faire, ben 4 des 5 positions sur la ligne offensive vont avoir été transformées. Puis c'était de loin leur plus gros besoin dans leur ligne offensive partante. C'était de réparer ça. Est-ce que la NFL repêche plus comme selon leurs besoins rendus à leur place, plus que le meilleur joueur disponible? Ça va être ça Ça dépend des équipes. Okay. C'est un gros débat. C'est est-ce que tu repêches meilleur joueur disponible comme au hockey, mais par contre, en première ronde, beaucoup d'équipes vont repêcher pour des besoins parce que c'est comme un joueur d'impact tout de suite. Ouais. Au hockey, moi, l'enjeu que j'ai avec cette réflexion-là, c'est que ton besoin en 2025, il va peut-être être très différent rendu en 2027, puis ton joueur peut 28. difficilement faire la transition d'une année à l'autre. Il pour 2-3 ans. Fait qu'à mettons, tu prends une équipe qui dit hey, on n'a pas de délai rapproché sur le roster. Puis quand j'ai des clients qui ont des chances en NFL, je fais toujours une analyse de l'alignement de chaque équipe à cette position-là. Fait que tu es capable de voir des fois il y a vraiment des trous. Attends, là, qui ont comme. Là, tu vas là. Comme ils ont personne à garde à gauche, ben c'est parce qu'ils vont en repêcher un. Fait que quand ça arrive en première ronde, tu arrives à l'équipe, tu dis, après moi, ils prennent un garde. Je comprends. On prend un garde. Parce qu'ils en ont besoin, puis ils projettent dans leur. Quand ils arrivent en free agency, ils ont déjà fait leur préparation de repêchage pour savoir à peu près quelles sont les positions fortes, quels sont les joueurs qui peuvent aller aspirer à les repêcher dans leur rang. Fait qu'ils analysent leur période d'agent libre en fonction versus, exemple, au hockey, le repêchage se fait avant la période d'agent libre. Au foot, c'est l'inverse. Je comprends. T'sais? Là, avant le repêchage comme ça, là, est-ce qu'il y a une équipe là, qui étudie ils vont être à surveiller cette année? Au moment du repêchage? Avant le repêchage, là, après le free agency, à part les Patriots. Là. Quand tu dis surveiller comme... Surveiller parce que tu parles des Rams, qui ont bien fait ça. Est-ce que les Bills ont colmaté ce qui leur manquait pour aller battre les Bills, Chiefs? il leur manque pas grand-chose, hein? Parce que Keon Coleman va être rentré à sa 2e année. Ouais. Ça va aider beaucoup. Shakir a signé. Josh Palmer, j'ai croisé juste en arrivant. Ouais. Il me demandait comment Josh Palmer. Josh Palmer va être très fiable, 2e, 3e receveur. Tu sais. Je pense que les Bills, ils ont un luxe cette année au repêchage de juste colmater les brèches où ils doivent le faire. Mais non, moi, je pense que les Patriots, ils ont beaucoup à gagner de ce repêchage-ci. Là. Ouais. Mais ils ont amélioré la défensive. C'est Milton. Oui, le joueur des Eagles. Des Eagles, ouais. À la ligne défensive, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour la ligne à l'attaque. La ligne à l'attaque, non. Et donc, je m'attends à ce qu'au repêchage, ça soit. Moses comme tackle, mais ça.
il est rendu à quand même... Morgan Moses, 52 ans. C'est ça. Fait que, est-ce qu'ils vont... Moi, je pense que c'est ce genre de move-là, quand tu vois des équipes pas adresser certaines positions, comme exemple, les Chargers, ils n'ont pas vraiment adressé receveur. Repêchage. Je m'entends ce qu'au repêchage, ils allaient le chercher. Les Patriots, je pense qu'ils vont aller chercher ligne à l'attaque au repêchage. Je pense que les Bears, je parlais d'eux qui sont allés chercher ligne à l'attaque, ils vont quand même l'adresser, mais je pense qu'ils vont beaucoup focuser sur peut-être la défensive ou justement receveur pour combler. Fait que... vas-y, continue. Oui, mais j'ai une question qui est un peu hors sujet. Ça parle du football, donc c'est pas complètement hors sujet. Les meneuses de claques. Non, comment va ta blonde? Non, mais c'est tout le temps une affaire que j'ai pas... Tu sais, c'est Nathan Rohr qui avait eu un essai avec les Jags. Ouais. Parce qu'il avait joué une coupe de game. Regarde des Lions de la Colombie-Britannique. Ça, c'est-tu moi où il y a un snobisme de la NFL pour des corps qui ont bien performé dans la CFL? Puis l'échantillon que Nathan Rourke avait eu avec les Jags, il y avait eu, mettons, je comprends que c'est en pré-saison, mais il y avait eu 2 matchs de genre 375 verges. Ouais. Jamais d'essai dans un match régulier. Je fais comme, pourquoi il vous a prouvé ce que potentiellement vous vouliez voir en lui donnant un essai, il shine? Ouais. Puis pourquoi il n'y a pas un petit essai? Pourquoi ils ne prennent pas le guest? C'est parce qu'il y a un snobiste. Ah non, on ne veut pas montrer que la CFL... Je comprends pas cette affaire-là. Il faut dire que pour la position de carrière, le football canadien, c'est vraiment différent, mettons, dans ce que tu recherches comme talent, que le football américain. Parce que le football canadien, c'est un terrain qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Tu as besoin d'un gros bras. Tu as besoin de te rendre du left hash au right sideline. Ouais, tu peux faire 40 verges juste de côté. Là. Puis les fenêtres d'espace, oui, tu as un homme de plus sur le terrain, ils sont 12-12, mais ça compense pas la superficie de plus qu'il y a sur le terrain. Fait que tu n'as pas besoin d'être autant précis. Tu sais, fait que souvent les carrières qui connaissent du succès dans les Canadiennes, c'est qu'ils ont des gros bras. Puis ils sont peut-être pas assez précis, exemple, pour le jeu de la NFL, mais sont assez précis pour être bons dans les Canadiennes. La vitrine est plus large dans la CFL. C'est-à-dire que... L'espace est plus... La vitrine Puis en plus, les receveurs partent avec un élan. Ouais. Fait qu'il y a comme... Tes fenêtres d'opportunité sont là, mais il faut que la balle sorte. Il faut qu'elle sorte avec assez de puissance. Oui, mais s'ils prouvent dans la NFL que ça fonctionne, pourquoi... parce qu'il y a eu 2 matchs comme ça dans la NFL, tu dis, c'est ça? Oui, mais après saison. Je comprends que c'est peut-être pas le... Mais, tu sais... Attendez de voir qu'il y ait un échantillon où ça marche, qui prouve que ça marche pas. Mais ça peut-tu être lui qui voulait pas? Je dis n'importe quoi. Est-ce que de revenir au jouer pour les Lions, il faisait plus d'argent que de rester sur le banc? Il a été mis au balotage, il n'a pas été réclamé. À un moment donné, il l'a été par les Patriots, notamment. Il a fait une coupe d'équipe après les Jaguars. Oui, parce il avait fait ça, mais il jouait pas. Jaguars, il avait été monté sur l'active parce que Lawrence était blessé. Les Patriots ont préféré reprendre Brian Hoyer pour la 12e fois. C'est ça. Mais c'est un snobisme. Regarde, en ce moment, il y a un carrière de Laurier qui attire l'attention de la NFL, qui va peut-être être un carrière U-Sports repêché dans la NFL. Tu sais, c'est comme, OK, c'est intéressant, mais c'est parce qu'il fait 6-6. Il a l'air du prototype, tu sais, carrière là, NFL. Fait que, à voir, je sais pas à quel point c'est snobisme, parce que pour moi, du snobisme, c'est quand même comme, faut que ça soit toutes les équipes, mais il y a quand même eu des essais dans 2-3 clubs, puis il a pas réussi à rester. C'est peut-être que juste ils ont préféré d'autres joueurs versus lui pour X, Y raison. La NFL, c'est une grosse business, là, tu sais. Est-ce que le corps arrière, vu que c'est tout le temps l'image de l'équipe, il faut que ce soit un genre de... Pas juste un corps arrière, il faut que ce soit aussi un peu un poster boy? Ben, je pense que le corps arrière partant, il faut que tu gagnes des games, là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que la position de corps arrière dans le football, c'est la position la plus importante, tout sport confondu. Pas vrai. Tu sais, dans le sens, l'importance de la position pour ton équipe. Un lanceur au baseball. C'est pas dégueu. Un goaler hockey. Je suis vraiment d'accord. Moi aussi, je pense que c'est le QB. Si t'as pas de QB dans une équipe de foot... Mais je te dis pas que t'as tort, là. Je veux dire, il y a quand même d'autres postes. Moi, je suis tombé là-dessus. Je trouve que c'est un peu... Tu peux gagner une Coupe Stanley avec un gardien. C'est un gros statement, mais je trouve que c'est tellement une position importante pour le sport dans lequel tu pratiques. Oui, mais Trent Dilfer a gagné un Super Bowl. Tu peux avoir un jeu au sol qui est tellement dominant que tu fais les goals cette année aujourd'hui, par contre. Ouais, mais ça reste qu'il est bon, Hurts, là. Il est bon, Hurts. Je suis pas en train de dire ça prend c'est juste t'as pas comme quelqu'un de compétent. Regarde les Giants depuis qu'il est parti, c'est tough, là. Mais c'est tough. Mais gars, c'est quoi, on était aux Giants, puis il fait malheur avec les Eagles. Ouais, parce qu'ils ont une meilleure carrière.
entre autres. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes dans la ligne à l'attaque qui était peut-être le problème. Mais tout ça pour dire que je pense que ton carrière partant, c'était important qu'il gagne des games. Oui. Mais après ça, là, on parle de, mettons, Rourke, c'est pour le poste de numéro 2, numéro 3. Là. Ouais. Je veux dire, ça, c'est de la profondeur rendu là. Ouais, mais moi, en tout cas, je comprends pas pourquoi tu donnes pas un échantillon dans un match régulier. À la limite, mettons, quand donne-y une chance, mettons, quand ta saison, ton équipe est rendue à 3 victoires, 11 défaites. Ah ouais, donne-y un essai. De l'empathie pour les gens qui sont mis sur le bloc, pas récupérés par personne. Mais tu penses-tu que c'est Ils sont laissés tout seuls, personne ne veut d'eux autres. Tu te retrouves là-dedans. Oui, c'est ça. Mais les Jaguars ont été très pas corrects dans ce dossier-là aussi. Ils ont promis des affaires. Peterson, ils ont signé Rourke à un bon contrat. Puis Peterson, au début du camp, j'oublierai pas ça. Il est arrivé, puis là, il y avait du hype autour de Nathan Rourke. Il venait de connaître un gros match contre Dallas. Sa passe qui était presque... Il était pas loin d'être à genoux, là, puis il lançait un bras. En tout cas, grosse affaire. Puis, après le match, il dit, non, notre backup, c'est CJ Beathard. Ben là, fait que t'as pas de compétition pour le deuxième. C'est déjà décidé. On parle pas du partant, là. Ouais, c'est ça. Ton préféré, Trevor Lawrence. Lui, là. Ouais. Fait bref... Je pense qu'il n'a pas très bien agi. Le monsieur au bout, il faut qu'il s'en aille faire de la promo. Va-t'en au 98.5. Jean-Thomas, t'es en spectacle où, là? Je suis au Jésus le 17 avril, Sherbrooke le 18, je crois. Il me reste une 12-15 dates, jean-thomasjabin.com. Puis mon gag sur Mitch Marner, il vaut la peine. C'est sûr. J'ai hâte de l'entendre. Hey, tu vas être... pas entendu ça. Pascal aussi est en tournée. Oui, Pascal, je vais aller le voir. Avec un spectacle. C'est un spectacle. Toi, t'es en rodage. Ça s'appelle un spectacle. Je rode ça en ce moment. Là. Oui, Pascal est très, très amusant. Je trouve qu'il fait du stand-up avec un angle que je trouve singulier, avec un regard caustique, l'autodérision, un peu baveux, mais juste, je trouve que c'est une fine ligne de... C'est un bon personnage de scène. Ben, merci, c'était bien fin. Non, il est vraiment très efficace. Ouais, mais c'est ce que ça vient avec une espèce de... Ta candeur, mais elle fait mal, tu sais. Il y a des... Parce que des fois, je t'écoute faire des lignes de stand-up, je fais comme, tu vois, moi, si je fais ce joke-là... Ça passe pas. J'ai l'air plus méchant. Hey, j'ai une gueule qui fait en sorte qu'il y a des affaires que même moi, des fois, je dis des affaires, je fais comme, ça passe bien. OK, guys, c'est bon, je vais le dire. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a une dégaine un peu... pas trop volontaire, un peu I don't care. Ouais. On dirait que ça permet de passer de... C'est un peu clumsy par moment. Abrasif, il le dit tellement sur un ton nonchalant que ça passe. Moi, je trouve que ça marche bien. Merci beaucoup. Je vais aller voir ça, ce rodage-là. Pars avec ta pizzeria 900. Parce que quand il y a... Ici, il y a beaucoup j'ai 2-3 margaritas ici, si jamais ça t'intéresse. Tu en prendre 2, mettons? Je serais-tu trop audacieux d'en prendre 2? Regarde, vous venez ici bénévolement. Il y en a 6. Pars avec ça. Je pars avec 2 pizzas parce que mon ami Juliane va manger, je la connais. Oui, parfait. Salut, Juliane. Ben oui, je veux dire salut à Juliane. Salut tout le monde, merci. Merci d'être là pour la poire et le fromage. Hey, je suis vraiment un animateur exceptionnel. Salut tout le monde, merci. Tu penses que quand il va passer à la porte, il va se mettre à pleurer comme quand il est sorti à Big Brother? Non, mais il sait pas, mais il faut qu'il prenne la porte bleue. Il revient tout de suite. Oh non! Merci beaucoup, Pascal. Puis, non, vas-y. Non, ton manteau, passe devant la caméra. Non, on va savoir. Pendant ce temps-là, je fais un beau closing. Parce que c'est la fin de l'épisode. Ouais, donc c'est la fin de l'épisode. Fait qu'on remercie Pizzeria 900, les Brasseurs de Montréal, Paillé et ainsi que Tréma. C'est pas loin de chez nous, Pizzeria 900. J'adore ça. Il y en a partout, vraiment très bonne leur pizza. Très bonne. Très, très bonne. Pascal, on va te voir en spectacle. Ben oui. N'es-tu à court terme, là? Ben là, je suis à soir. C'est plein. Mais là, j'ai ma première au Jésus le 8 octobre, en fait. OK, parfait. On a annoncé ça il y a 2-3 jours. Fait que j'ai ça qui s'en vient, qui est le fun. Puis ma première aussi à Québec, pascalcameron.com. Mais j'ai bien hâte de présenter ce show-là. Ouais, j'ai très hâte de le voir. Puis moi, je suis cette semaine, jeudi, vendredi et samedi, au Jésus à Montréal. Très belle salle, le Jésus. Hein? C'est le fun. C'est ça que les gens, même comme public, aller voir un show Jésus, c'est le fun. T'as le monde dans ta face. C'est vraiment le fun. Monsieur Sacha Gavami, on voit où, vous? Merci. Commence à faire des shows bientôt. On voit au compteur à BPM Sport. Puis on voit à la poire quand on m'invite. Oui. Puis, il nous manque à peu près 200 abonnés pour être à 10 000. Alors, si vous aimez ça, là, inscrivez-vous. Inscrivez-vous à 10 000. Il y a comme ils nous envoient une plaque, je pense, à 10 000. Hein? Ah oui? Ouais, je pense qu'à 10 000. Faudrait que je m'abonne. Sur YouTube? Ouais. C'est pas 1 million qui t'envoie une plaque? Je pense que c'est plus 1 million. C'est 1 million, je pense que t'envoies une plaque, puis après à 2 millions, t'en as une deuxième. Tu connais Preach?
Oui. Eux, ils ont reçu 2 plaques. Une à 1 million puis une à 2 millions. Y a-tu 2 millions de followers? Ils ont 2 400 000. Wow! Quelque chose comme ça. 2 200 ou 400 000. Mais, je suis impressionné. Tout anglais. Je me suis amené, je me promenais avec Preach à New York et il se fait arrêter non-stop par des gens. Aux States, là, Preach, c'est... What's up, you Preach? Avec ses parents. Il y a un gars du Nebraska avec ses parents qui prend des photos avec Preach. C'est bien hot. Puis là, il y avait Mike Ward, moi, à côté. Il y avait... Mais Preach, Mike, ça faisait pas reconnaître, là. C'est tout Preach. C'est Preach, puis Mike est à côté. Ça va être drôle. Mais en anglais, c'est très... Puis il est très bon stand-up aussi. Très cool. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Sacha, merci d'avoir été là. Ben non, merci. Merci de l'invitation. À bientôt. Yes. Merci, Sacha. À bientôt. Yes. Bien, merci pour un fromage.